Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Salut Laurie. Salut. Ça dit quoi? Et ça dit merci de me recevoir dans ta salle de gymnastique. De gymnastique, hein. Ah, le bâtard. De gymnastique, 1922. Les Brigades du Tigre. Ouais, non, ça dit que j'ai une forme olympique. Merci beaucoup. Vraiment Merci à toi. de me recevoir. Je suis très honoré. C'est vrai que je te l'avais dit, mais je suis très honoré d'être là. Je le suis franchement tout autant. Ça fait pas très longtemps qu'on se parle au final sur les réseaux un peu. Hein. Ouais, carrément. Pour resituer, moi je suis fan des explorateurs. Forcément, on en a parlé en off du fameux Mike Horn, tu vois, que tout le monde connaît. Et quand j'ai découvert un peu ton profil, les trucs un peu incroyables que tu as fait, associé à ta personnalité un peu, j'allais dire je pense, mais du coup je l'ai découvert avant qu'on tourne, mais un peu croustillante, tu vois. Croustillant. Et je sais pas pourquoi j'étais sûr que ça allait matcher, tu vois, dans le dialogue. Et carrément. Franchement, je te le dis, on se l'est dit tout à l'heure, mais ça matche vraiment. Ouais. Du coup, bah voilà, j'ai tout de suite pensé à toi parce que quand on associe, quand on parle de motivation, parce que c'est un peu le leitmotiv du podcast, mais tu le sais, tu vois, l'idée c'est de sortir un peu du cadre uniquement des sportifs au sens licencié dans une fédé qui font des compètes, et la motivation, elle induit forcément le dépassement de soi. Et je pense que quand on pense à dépassement de soi, on est obligé de penser à survivalisme, à exploration. Expérience de vie aussi, effectivement. Expérience de vie que tu vas nous relater aussi et qui t'ont sûrement amené à avoir le parcours que tu as aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, moi je m'étais dit, on peut pas parler de motivation sans avoir des mecs qui, comme toi, sont tout seuls dans le désert, sont tout seuls sur l'Antarctique, il fait moins 50, il fait plus 40, des conditions dégueulasses. Carrément. Et voilà, et pour la petite anecdote, moi je t'ai contacté il y a un mois parce que j'ai vu sur ta page Insta que tu proposais des stages. Ouais, carrément. Et je t'avais pas encore contacté pour le podcast. Hein, c'est vrai. Et je t'ai juste écrit en mode, j'ai vu que tu faisais un stage de survie en Amazonie. Vas-y, je suis chaud en gros. Ouais, je vais en mettre, ouais. Et je t'ai dit, effectivement, je te vois plus dans le stage avancé que dans le stage débutant. Du coup, moi, je t'ai dit tout à l'heure que je me voyais pas trop dans le stage avancé, mais après, voilà, s'il faut porter les balls, on portera. Mais y a pas de souci. Enfin, voilà. Gros sac à dos. Du coup, bah, écoute, est-ce que tu peux un peu te présenter? On va partir par le côté classique, à savoir un peu ce qui t'a amené à faire ça, donc un petit peu ton enfance peut-être, que je sais un petit peu chaotique, je sais pas. C'est vrai que l'enfance, elle débute. Déjà, en fait, le concept de ma vie, il débute étranglé par le cordon ombilical. Donc, c'est très significatif pour moi maintenant quand je le raconte. Et c'est pas ce qui a défini en fait ce que j'allais devenir, mais bon, ça image très bien en fait la difficulté que j'ai eu à rentrer dans la vie en fait, devoir survivre depuis mon plus tendre âge. Ta première seconde sur Terre, quoi. Ouais, voilà, première bouffée d'air, c'est celle que j'arrive pas à bien prendre. Donc voilà, ça me définit quand même pas mal. Et puis après, c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu un parcours assez atypique, puisque moi, je suis très autodidacte, très électron libre. Et donc, je fais beaucoup de choses en fonction de ce que j'aime. Et puis, il y a eu ce côté, à 4 ans, où on m'a découvert donc, un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'analgésie congénitale. Donc, c'est un syndrome, en fait, qui ne me permet pas de ressentir la douleur comme une personne normale. Ce qui fait que... caché, ça. Ouais, je te dis pas tout. Ce qui fait qu'en fait... Il y a plusieurs stades dans l'analgésie congénitale. Il y a des mecs qui sentent rien du tout. Des grands sportifs, type, tu vois, des mecs Usain Bolt qui ont un seuil tellement lointain face à la douleur qu'ils peuvent fournir beaucoup plus de... Lui, il a ça. Pas lui, mais il y a des grands sportifs qui ont des trucs comme ça. Et moi, en fait, j'ai un seuil juste plus lointain. Ça veut dire que je ressens quand même la douleur, mais quand toi, t'as mal, moi, je ressens rien du tout. Et quand toi, t'as très mal, moi, je commence à ressentir la douleur. Et en fait, ce syndrome mélangé au gamin perturbé, dissipé, un peu violent sur les bords, a fait que ça m'a pas du tout aidé dans la vie.
pour trouver les justes limites. Donc à chaque fois que j'aurais dû m'arrêter, eh ben, c'était déjà trop tard. Et Comment c'est diagnostiqué cette analgésie congénitale? Alors au départ, ça a été diagnostiqué parce que toutes les maladies qui ne se voyaient pas ou les problématiques qui ne se voyaient pas, j'en parlais pas. Donc typiquement les otites, les choses qui sont invisibles quand tu es un enfant, elles n'étaient pas visibles. Et il n'y a que quand j'ai commencé à saigner des oreilles, ou alors par exemple, il y a une anecdote où je me transperce le pied avec un clou. Et en fait, il n'y a qu'au moment d'enlever ma chaussure que je me rends compte que j'ai une pointe qui m'a traversé le pied, quoi. Et donc, c'est plein de petits événements comme ça qui ont fait que mes parents se sont dit, OK, c'est pas un truc qui va mal, mais... Soit il est cramé, soit il y a... Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vrai que ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé dans un sens et ça m'a aidé dans un autre, puisque... Si tu veux, déjà ça m'a galvanisé toute mon enfance. Je me suis pris pour un super-héros, je pensais que j'étais immortel et tout, et donc ça te donne une confiance qui n'est pas la réalité. Puisque, qui ne te rend pas toujours service peut-être. Ouais, et puis que je peux mourir comme tout le monde, c'est juste que je suis plus débile et je suis plus inconscient. Et à la fois, ça m'a sauvé parce qu'il y a plein de moments où là j'aurais pas pu réussir à m'en sortir, et c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Mais ça, plus mon enfance difficile, c'est ce qui a fait de moi un enfant très très compliqué, très, très fort, très, très dur. Et moi, j'avais un père très absent, qui lui-même n'a pas eu de père. Et donc, pas d'exemple. Mon père, il n'a pas eu d'exemple pour éduquer ses enfants. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie de trois garçons. Et le fait que je sois très violent, très dissipé, que je me fasse toujours renvoyer, que je pousse toujours... T'as 34 ans, hein, c'est ça? J'ai 34 ans, ouais. Que je pousse les gens dans leurs limites. Mon père, il réglait ça que d'une seule manière. Et ça se passait à la violence. trompe. Ouais, c'était la violence. Donc... enfant battu, fort. Ta mère, elle s'interposait ou pas? Ma mère, elle a été dans le déni pendant des années, jusqu'à que... Donc ça, c'est quand même quelque chose de très violent, parce que ma mère, du coup, elle a jamais accepté qu'elle s'était mariée à un homme comme ça. Et en fait, il a fallu que je provoque mon père devant ma mère. Un jour, il a violenté très très fort mon second, mon petit frère. Et où là, je suis sorti avec un couteau comme ça, et je lui ai dit si tu recommences à faire ce que tu viens de faire, je te tue pendant ton sommeil. Et devant ma mère, et c'est ce qui a acté la séparation, et c'est ce qui a acté plein de choses, qui a fait qu'on a séparé les familles, et patati patata. Il était violent avec ta mère aussi? Il n'a jamais été violent avec ma mère. Il a été violent toujours avec ses enfants. Face, déjà, moi, je suis vraiment pas simple, et plus encore aujourd'hui qu'avant, je peux le dire. Donc ça devrait vraiment pas être facile pour des parents de devoir éduquer des enfants comme nous. Mon frère et moi, on est comme ça. Et pour te donner des idées de ce qu'on faisait comme quand on jouait, on prenait des flèches, on tirait en l'air, on attendait celui qui sort le dernier quand la flèche retombe. Donc tu vois, ça image un petit peu... Le jeu du couteau avec les doigts, là, comme ça. Exactement, typiquement, ouais, voilà. Okay. Et donc, c'est ce qui a fait que... j'ai enchaîné pas mal de moments plus ou moins durs. À 17 ans, je suis parti de chez moi, j'ai fugué suite à cette fameuse altercation. Donc là, il y a grosse vie dans la rue. T'avais une vie scolaire quand même ou pas? J'ai été déscolarisé très tôt. Okay. J'ai été déscolarisé très tôt, j'ai pas le brevet des collèges. À 14 ans et demi, j'étais refusé dans tous les collèges de France. Okay. Donc ça a été très très dur pour mes parents. Je suis parti dans des centres de rééducation et tout, j'ai réussi à me faire virer aussi. J'ai fait, même à l'époque, il y a eu une pseudo considérée comme tentative de suicide, mais c'était juste que je voulais un appel au secours auprès de mes parents, qui m'ont emmené dans un centre pour suicidaires où je me suis aussi fait renvoyer parce que je ne l'étais pas, et que dans un sens, c'était pas ma place, et que j'avais réussi à ouvrir une fenêtre au 5e étage dans un centre de suicidaires, ce qui évidemment ne marche pas tout à fait avec le concept. Fallait que tu ailles plutôt chez les X-Men, non? Chez le professeur. Ouais, Xavier, je sais pas. Mais voilà, plein de situations qui m'ont emmené à ça, et puis après, vie dans la rue, délinquance. Et, 17 ans donc, hein? 17 ans, et là c'est un peu la descente aux enfers. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Encore aujourd'hui, ça n'a pas du tout été la descente aux enfers, parce que j'ai beaucoup aimé cette période, où on se castagnait terrible. J'adorais la baston, j'adorais être dans l'illégal, faire des choses où il y avait un risque, où c'était l'interdit et tout, ça me fascinait. Et puis... tu vivais de quoi, du coup? Je vivais de bêtises. Tu vivais où, déjà? Je vivais dans un squat, ça a duré presque un an. Et c'est les gars du quartier qui m'amenaient à manger.
Voilà, c'est les gens qui me fréquentaient le plus, qui m'apportaient un petit peu de la soupe, tout ça. Et puis après, qui dit escalade dans la violence, dit escalade dans la délinquance. Et après, on passe de la délinquance au petit voyou, et ainsi de suite. Jusqu'à une case un peu plus importante. Et c'est vrai que je crois que c'est à 20 ans, j'ai passé mon anniversaire en détention. Pour un fait un peu plus important que le reste, puisque c'était un braquage à main armée. Et Braquage de quoi? c'était braquage, c'était sur une personne en fait. Donc c'était braquage, enfin c'était agression, braquage avec séquestration. Et c'est ça qui a pas marché, c'était qu'à l'époque, Sarkozy avait un fils et qui s'était fait voler un scooter, et ça avait fait une histoire pas possible autour de ça, sur l'utilisation des moyens en politique à des fins personnelles. Et donc moi, je m'en suis pris au fils du tribunal du président de grande instance de Bordeaux. T'as mal choisi, quoi. Non, justement, c'était choisi, c'était voulu. C'était, tu vois, quand tu habites dans un endroit comme ça, et que tu habites au quartier, et que, en fait, tout ce qui fait l'homme que t'es, c'est ta paire de couilles, et puis c'est ton ego, et c'est ce que tu représentes en tant qu'homme. Et c'est ce qui fera ta réputation, et ta réputation, c'est beaucoup de choses à laquelle tu tiens quand tu es dans ce milieu-là. Et bien du coup, je me suis attaqué à la bonne personne, il m'a manqué de respect, c'est juste pour un manquement de respect que je m'en suis pris à lui. Et voilà, et en fait, l'histoire a fait que moi, tout était bien fait, que j'étais parti en cavale pendant pratiquement 1 an dans une ville dans le sud, à Montpellier, à 7. Tu lui avais pris de l'argent, donc c'est ça? Ouais, de l'argent, et puis même, après, voilà, on lui avait donné une belle leçon, quoi. Tu regrettes ça ou pas? Non, pas du tout. Je regrette pas du tout, parce que la case prison, j'ai pas du tout de difficulté à l'avoir vécu. Maintenant, je dis ça, mais c'est vrai que les premiers 15 jours ont été un enfer pas possible en détention. Mais après coup, mon surnom, j'avais un surnom en prison, c'était le postier. Comme j'étais pas spécialement plus con qu'un autre, et même que j'avais une tendance un peu à écrire, et ben je pouvais écrire des courriers pour 1, pour 2. Les gens me voyaient écrire en fait en prison, c'est ce qui m'a complètement sauvé. Et les gars de quartier venaient, ouais, vas-y, je vois que t'écris beaucoup et tout. T'étais le rédac chef. Et du coup, j'écrivais pour les gens, et en fait, ça m'a apporté de la protection et tout ça. Et c'est ce qui a fait que je m'en suis sorti. Et donc, on m'appelait le postier en prison. Mais voilà. T'es resté combien de temps? Je suis resté quelques mois, pas beaucoup, mais c'était l'idée d'être en mandat de dépôt, l'idée de découvrir aussi en fait un univers, en fait, découvrir ton pays d'une manière différente, découvrir le système d'une autre manière. Et tu vois à quel point il est mal fait, puisque tu vas voir un mec qui a fait un sac à main avec un gonze qui a fait péter le métro à Madrid. Tu vois qu'il y a des incohérences pas possibles. J'ai vu des trucs un peu dégueux. Et puis ça m'a fait surtout beaucoup de peine, parce que j'avais une famille qui m'aimait. Et c'est pour les autres en fait que ça m'a fait beaucoup de peine. Moi, ça reste une expérience de vie comme une autre, pas spécialement. Parce que même tu te dis ça. Au moins à cette époque, quand tu y étais, tu te disais quoi? Genre, c'est une ligne propre sur mon CV de voyou, ou c'était limite la classe, limite un passage obligé? Ouais, ou... clairement. Si à un moment donné tu veux te faire un nom dans le milieu, la case prison, on n'en est pas spécialement faire, parce qu'il y a toujours l'homme de l'ombre le mythe de ce mec qui est dans l'ombre, qui arrive à bien réussir les affaires. Mais moi, ça me dérangeait pas. Ça, voilà, c'était pas très grave à cette époque-là. Je m'entendais évidemment pas avec mon père, avec mes parents, c'était l'enfer. Ils venaient te voir, tes parents, à cette époque? Ils sont venus te voir en prison? Ouais. Et d'ailleurs, ça a été un moment clé, notamment puisque mon père est venu en prison, et je me suis dit, vas-y, tu sais, je vais pas passer ma vie à en vouloir à des gens et tout. Et j'ai commencé déjà à travailler mon mental sur l'acceptation, sur le fait de devoir passer à autre chose et tout ça. Et je lui ai dit, je te pardonne, et je me rappellerai toute ma vie, puisque je lui ai dit, je t'absous de tous tes péchés. Et c'était un moment très fort. Et ma mère, il pleurait à genoux et tout, c'était un moment incroyable. Et bon, après ça, évidemment, il m'a fallu encore bien 5 ans pour vraiment faire table rase du passé. Mais on en reparlera peut-être un petit peu après au niveau de mes actus, mais aujourd'hui, on est copains, quoi. Donc vraiment, je suis passé à autre chose. Et c'est toutes ces expériences de vie qui m'ont emmené à un questionnement, surtout. C'est comment je peux savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et qu'est-ce que je vais devoir faire Parce qu'à ce moment-là, au moment où tu sors de tôle, tu te dis en fait, stop d'être un voyou ou... Non, je me dis, ça c'est fait.
ça s'est fait, j'ai pu à le faire. En fait, donc limite, il fallait le cocher pour être sûr que c'était pas exactement. pour toi. Et toute ma vie, en fait, c'est ça. J'ai coché des expériences de vie et j'ai pu me faire un propre avis en me disant ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et j'adore une phrase du film Forrest Gump où il est là et il est sur son banc et il dit maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat et il faut goûter pour savoir si on va aimer. Et bien moi, c'est exactement le concept de ma vie. Dans le bon, dans le pas bon, dans le légal, dans l'illégal. J'ai besoin d'aller faire mon expérience pour faire mon propre avis. Et c'est vrai que j'écoute absolument pas. Si tu mets ta main au feu, tu vas te brûler. Ok. Là, ouais, je capte. Mais sinon, qui peut me dire ce que j'aime, en fait, et qui peut me dire ce qui me fait du mal, et qui peut me dire ce qui me dérange, et ainsi de suite. Et donc, j'ai enchaîné plein d'expériences de vie qui, pour la plupart des gens, pourraient paraître extrêmement douteuses, mais qui, moi, m'ont conforté. Après la prison, typiquement, je m'étais jamais drogué de ma vie. Et j'avais des copains, quand j'étais en cavale, justement, je suis parti à 7. Être en cavale chez un de mes copains et tout. Et donc, ils me tannaient pour tester de la drogue et tout. Et puis moi, je m'en foutais. Je me sentais vraiment en shape déjà de fou, ce qui était le cas. Très hyperactif, très violent, très machin. Et j'ai testé. Et comme tout ce que j'entreprends dans ma vie, je l'ai testé à fond. Et j'ai fait un arrêt cardiaque. Merde. Ah ouais. Ah, d'accord. Ce moment de vie, il est aussi incroyable. La coke? Ouais, c'était un mélange à l'époque. J'ai tout fait, je voulais tout tester. Et c'était à la fois, tu vois, c'était à la fois incroyable parce que c'est horrible de dire ça, mais la drogue, ça m'a sensibilisé au fait que j'avais des émotions. Ça m'a permis de me reconnecter avec les ah ouais je t'adore, en fait je t'aime bien et tout, chose que j'étais incapable de dire dans les trucs un peu de mec bourré de fin de soirée, de se prendre dans les bras, exactement, mon frère, les trucs comme ça, et que tu pouvais pas avoir dans l'univers dans lequel je venais en fait. Très dur, très froid, très méchant, où on parle pas de ses émotions. Et cette fois est incroyable aussi où je fais cet arrêt cardiaque parce que je sens que je vais faire une mort médicale. Et donc, je dis à mes copains, OK, vous avez 15 minutes pour m'emmener à l'hôpital de Sète. Et c'est quoi, genre, t'as eu la poitrine qui t'a serré très fort Crise de tachycardie, ça monte en puissance et tout. Et là, ça crame des feux. Et comptoir, mort. Mort, au sens médical? Au sens médical, ouais. Arrêt cardiaque devant le comptoir. C'était où, en soirée, en boîte? C'était une sortie évidemment de quelque chose ou quoi, je sais plus, oui, c'était des afters, des trucs comme ça. Quand tu dis comptoir, c'était au comptoir de l'établissement? Au comptoir de l'hôpital. Ah, de l'hôpital? Ah ouais, j'ai tenu jusqu'à l'hôpital en fait. Et une fois que j'arrive à l'hôpital, je me dis ok putain c'est bon, vas-y tiens, et dans ma tête, je peux pas lâcher quoi, je peux pas lâcher, instinct de survie. Et comme on en a parlé et tout, effectivement, c'est tu peux pas savoir ce que ça fait de vouloir vivre tant que t'as pas été confronté à ton propre instinct de survie. Et tout le monde a ça en soi, c'est juste que personne va le fréquenter, va le chercher parce que ça fait peur, évidemment. Mais tout le monde veut vivre. Donc on s'accroche à tout et à n'importe quoi pour vivre. Ce qui est paradoxal, c'est que tu dis tout le monde veut vivre, mais pour s'en rendre compte, certains, la majorité, ont besoin de se foutre dans la merde jusque-là. Ouais. Pour se dire qu'en fait, c'est pas la peine de faire tout ça, quoi. Typiquement, moi, après toutes les expériences de vie que j'ai eues, je peux te dire que là où je me sens le plus en vie, c'est au plus proche de la mort. C'est pas trop loin, pas trop près, c'est juste à côté. C'est ce qui me permet de me sentir en vie. Voilà, c'est quand je prends des risques, je me sens. Et la drogue, ça t'a vacciné l'épisode Alors, tu me croiras jamais si je te raconte la suite. Raconte, vas-y, on veut tout savoir. Du coup, j'ai vécu dans la peur, en fait, après. Qu'il m'arrive des choses, je faisais des crises d'angoisse, c'était un enfer et tout. Et j'étais devenu un fragile, quoi. Ouais, je suis devenu un peu un fragile pendant quelques années et tout. Et je me suis dit, putain, ça peut pas durer et tout. Du coup, je me suis remis une timbale. Et j'ai refait un arrêt. Avec des stupes. La même chose. J'ai refait un arrêt, j'ai dit c'est bon, j'ai plus peur et tout, et maintenant c'est terminé, et puis j'en prends plus évidemment aujourd'hui. Mais j'ai fait 2 arrêts à l'arrivée, à quelques années de différence, mais juste pour aller au bout de ma peur en fait. Au bout de ma peur, il me dit je vais pas pouvoir vivre toute ma vie dans la peur que dans l'angoisse. Mais c'était dans du coup c'était des doses utilisées qui dépassaient l'entendement. Enfin moi je sais pas, je me suis jamais drogué, mais j'imagine que pour faire un arrêt, faut tirer sur la corde quand même. Bien sûr, mais après c'est à l'image de ce que je représente, c'est tout dans l'extrême et tout, donc il y a beaucoup moins de limites. Ça dure des fois 2-3 jours, c'est horrible. C'est une partie de ma vie aussi qui est passée. Tous ces trucs là.
T'es quelqu'un d'influençable ou pas, tu penses? Je suis quelqu'un d'influençable? Non, je suis pas quelqu'un d'influençable, mais par contre, je suis à l'écoute. Non, mais dans le sens... par exemple, est-ce que quand tu faisais un peu de trucs de voyou, est-ce que t'avais un genre de parrain un peu au-dessus de toi, un peu façon les affranchis, ou Non, après... t'étais le petit d'un gros et du coup, fallait que tu lui prouves plein de choses? Non, c'était surtout à moi qu'il fallait que je prouve des choses et tout. Et puis après, voilà, quand tu es dans ce milieu-là, il y a aussi une part de film, où tu te crois dans un film tout le temps et tout. Puis voilà. Mais la drogue, c'est toi aussi qui t'es mis dedans. Personne Ouais. t'a dit... Mais ouais, mais parce qu'à la fois, c'est une recherche de soi, c'est une recherche de ce qui existe dans le monde. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me créer ma propre force après une expérience. Et pas me dire, on m'a dit que, du coup, ben, ça, non. Moi, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je pars au casse-pipe et puis après, je peux te dire comment j'ai réussi à survivre et quelle en est devenue ma force. Et là où il y a un gros travail aussi, à travers toutes les expériences douteuses de la vie, c'est évidemment se relever. Parce que psychologiquement, c'est très dur. On en parle avec de la facilité aujourd'hui. Moi, j'en parle avec beaucoup de facilité ou quoi. Mais c'est vrai qu'à une autre époque, j'avais une famille brisée. J'avais mon frère qui ne me parlait plus. La fille avec laquelle j'étais avait raté ses études de droit. Donc, ça a d'énormes conséquences. Ouais, ça a d'énormes conséquences dans un univers très global. Et c'est vrai que ça fait de la peine, quoi. Donc il faut aussi l'assumer, il faut passer à travers, il faut aussi dire... Mais la satisfaction de l'expérience acquise domine sur le regret éventuel des dommages causés. Moi, j'ai pas de regrets. Etc. Ça, c'est vachement important. Hein. Aujourd'hui, avec toutes les conneries que j'ai faites et tout, j'ai aucun regret. Il y a des choses dont je suis vraiment pas fier et des choses que je pourrais jamais dire de toute ma vie. Mais j'ai pas de regrets. Voilà, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui a fait l'homme que je suis devenu. C'est ce qui m'a fait prendre des décisions radicales dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ce qui m'a fait me construire. Vraiment en me disant ah non, mais ça, c'est pas du tout ton univers, c'est pas fait pour toi. Et à contrario, j'ai besoin de ça, il faut que ça continue, et ainsi de suite. Mais il n'y a qu'un enchaînement en fait, d'événements ou de plein de choses, d'expériences de vie qui peut te donner ces réponses-là. Je veux dire, tu n'es pas avec un questionnaire-réponse et c'est bon, j'ai rempli le questionnaire, j'ai mes réponses, je vais pouvoir avancer dans la vie. C'est censé être l'éducation de tes parents, mais je veux dire, ça se passe jamais comme ça. Tu penses que si tu avais eu des parents différents, tu n'aurais peut-être pas essuyé autant de plâtre, autant de... Moi, il y a une chose que je fais pas, c'est que je perds pas de temps à réfléchir à des hypothèses. Je n'ai pas du tout le temps dans ma vie en fait, de dire est-ce que si tu avais fait ça, ça se serait passé différemment. Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas la réponse et je n'en aurai jamais la réponse. Donc, je ne peux pas te dire. Peut-être pas. Ça, j'essaie d'être très pragmatique par rapport à ça. Et puis, c'est ce qui permet aussi de ne pas se perdre dans ta tête. Sinon, après, tu rentres dans des réflexions qui peuvent complètement te détruire. Et là, tu peux partir, quoi. Et tu peux avoir envie de quitter ce monde, ou tu peux avoir envie de plus rien faire de ta vie, d'être dépressif. Donc, moi, j'ai toujours cet instinct de survie où je me dis, j'ai le droit de m'accorder de la souffrance, j'ai le droit de m'accorder de la difficulté, mais par contre, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut passer à l'autre étape, c'est-à-dire il faut se relever, il faut se rebâtir. Dans ta souffrance actuelle, on va en parler, qui est ton job et ce pourquoi je t'ai fait venir, mais ouais. Où là, du coup, la souffrance, elle peut s'entendre, puisque bon, quand tu fais des expériences solitaires, tu ne fais souffrir que toi, au final. Non. Allez, enfin, éventuellement... Physiquement, physiquement. Non. Oui, mais dans tes conneries, je le dis sans jugement porté, tu vois, mais il y avait des dommages collatéraux aussi, tu vois. Mais là, c'est pareil, en fait. Et tu vois, typiquement, on va y venir au travail que je fais et tout, et l'exploration... Si je devais te dire pourquoi je fais aujourd'hui de l'exploration, c'est juste que j'ai trouvé un moyen légal de faire des choses tout aussi folles, en repoussant mes limites, en essayant de trouver des réponses et en prenant des risques certainement des fois encore plus inconsidérés. Mais les gens, c'est les mêmes qui sont derrière ça. Les gens qui souffrent quand tu pars, c'est exactement les mêmes. Quand tu pars en prison ou quand tu pars à l'autre bout du monde et que tu vas risquer ta vie, peut-être que jamais, ils ne savent même pas s'ils vont te revoir. En fait, à l'arrivée, peut-être avant, c'était mieux. On sait où t'es, on sait quand c'est que tu vas sortir. Là, tu pars traverser un glacier, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, crois-moi, ça détruit des gens. Plus qu'avant. Plus qu'avant, d'accord. Ouais. Du coup,
moi, de ce que j'ai vu, après, tu es passé par une case un petit peu manuelle, tu as fait les compagnons, Ouais, carrément. maçonnerie, Ça a été une façon plus soft du coup. de me sortir en fait de ce milieu-là, Ouais. de relever un défi. Et puis c'est tout ce que je savais faire aussi. Voilà, utiliser mes mains. J'étais renvoyé de partout et tout. Donc mon père, il m'a dit, bah, toi, tu vas à l'apprentissage, mon coco. Et voilà, et j'ai été très doué là-dedans et tout. Et j'ai fait les compagnons pendant longtemps et ça a marché. Et je suis venu dans cette ville. C'est ce que je te disais. Dijon, je suis donc, venu ouais. à Dijon dans mon tour. Et ça a été une expérience incroyable. Mais après, encore une fois, il y a toujours ce rapport à la direction qu'il fallait emprunter. Les compagnons, c'est assez sectaire, même si moi j'appelle ça l'armée du bâtiment. C'est une très 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 belle formation, mais voilà, T'es un peu l'élite de l'artisanat quand même. Quand c'est tu l'élite sors. de l'artisanat, mais c'est très particulier, quoi. Voilà, il faut porter des costumes. Même pendant que tu bosses. Non, mais dans les cérémonies Ok. et tout ça, c'est très élitiste, c'est très particulier. Donc j'ai adoré ça. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir des jobs derrière, de monter mes entreprises ou quoi. Mais c'est pas quelque chose qui a duré, et notamment travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose qui me convenait. Recevoir des ordres, entre guillemets, si je puis dire. Enfin, on a parlé un peu, mais je pense que vous avez bien compris qu'on peut pas être son patron, c'est pas possible. Même moi, j'ai du mal à être mon Ouais, propre ouais, patron. je crois que c'est pas possible. Enfin, tu C'est le clair. confirmes du coup, mais à mon avis. Ouais. Bah, disons que ça aurait très bien pu marcher, parce que moi, pour avoir après mené des entreprises, géré des entreprises aussi, je me suis dit, tu vois, des fois, tu te dis, putain, j'aimerais bien quand même travailler pour quelqu'un, parce qu'il y a quand même beaucoup de problématiques que tu n'as plus, mais il faudrait me faire bien croquer, tu vois. Il faudrait pas, genre, me donner... Encore que, parce que tout à l'heure on parlait d'un autre sujet qui n'a rien à voir en off, mais tu disais, je donne pas mon cul en gros, pour être Ouais. vulgaire. Et c'est vrai. Et voilà, et même peut-être pour 50K par mois, tu donnes pas ton cul. Ça dépend pourquoi, mais c'est clair que Ah. de toute manière, il y a une question de fierté, il y a une question d'éthique, et puis après, je me suis pas emmerdé à devenir le mec que je suis pour baisser mon pantalon, on va se dire comme ça. hein. Et aujourd'hui, on n'est pas d'accord, et puis ça va pas bien se passer, c'est tout. Après, quand ça marche très bien. Du coup, t'es à ton compte, t'as eu des belles boîtes. C'est ce que t'as dit, Ouais, quand j'ai même. eu des sociétés, j'ai donc Qui fonctionnaient pas mal. Ouais, super. J'ai eu des grosses boîtes que j'ai montées dans le bâtiment. J'ai des opportunités de monter des boîtes en partenariat avec d'autres personnes. Donc, du coup, on bâtissait des maisons. Et ensuite, j'ai développé un système de construction de maisons écologiques qui a cartonné, où j'avais toute la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a eu ce moment où j'étais chef d'entreprise. J'avais une boîte qui faisait 1,5 million l'année. J'avais 20 bonhommes. Et j'en avais 50 en intérim. Et je me suis dit... Tu faisais du bif quand même un peu. Ouais. Ah ouais, je roulais en gros gamos, j'avais la belle vie. Ah là, par contre, et c'est ça qui m'a... 25 piges, non 25, 26 Ouais, 26 ans. D'accord. À 26 ans, j'emplâtrais bien comme il faut et tout. Et à la fois, encore une fois, T'étais j'ai pas heureux. découvert le système d'une autre manière. C'est-à-dire, après mon parcours plus ou moins... on va dire chaotique, pas chaotique dans le sens propre du terme, mais hors circuit. ouais, hors circuit classique. Ouais. J'ai eu envie de me dire, je vais rentrer dans le classique, et je le dois bien à la société, et je le dois bien aux gens et tout, et je vais créer de l'emploi, je vais faire des choses et tout, et puis j'ai détesté. J'ai détesté parce que je devenais l'esclave de moi-même. Et je travaillais pour payer des charges. Et j'ai détesté ce pays. Pour un vrai entrepreneur, j'ai détesté la France. Et j'ai dû partir monter des boîtes à l'étranger, partir dans les Bahamas et tout. Et tout le monde se pose la question pourquoi. Mais je vais te dire... Ah, t'as fait de l'évasion fiscale donc. Ouais, mais t'es obligé de tricher. En fait, c'est pas valable pour moi. Et ça, c'est très drôle parce que je le raconte souvent. C'est pas valable pour moi, mais si t'es un homme honnête et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, le pays fera de toi un escroc. Il va t'apprendre à tricher. Parce que c'est pas possible. Et tu vas ailleurs, dans un autre pays, on va te dire, OK, monsieur, je vous laisse 3 ans, montez votre boîte, gagnez du bifton, et on va discuter après de combien on va vous prendre maintenant que vous êtes prospère. La France, c'est pas ça. Tu montes ton entreprise, on te pousse, on te suce les couilles, et puis après, on te dit, t'as que toi, tu regardes dans le miroir et tu te dis, en fait, j'ai plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai plus un centime, alors que toi, t'en veux. Et moi, j'en voulais terrible. Et je voulais gagner de l'argent. Je voulais gagner de l'argent dans mon pays. Je voulais faire plein de choses. Mais voilà, moi, je me suis situé toujours dans une petite moyenne entreprise et ça marche pas. Est-ce que du coup, ça te confortait pas finalement dans ta vie d'avant où tu faisais de l'argent avec des méfaits?
mais où personne venait te le gratter, cet argent, C'est malheureux, je dirais pas ça parce que dans mon, Non, mais c'est dans pas de mon l'incitation évolution à faire quoi que ce soit. Ouais, tu dans vois. mon évolution, je dirais que je me sentais pas mieux avant qu'après, mais disons qu'il y a un juste milieu et que moi, j'ai voulu passer d'un univers très sombre sans aucune taxation à évidemment un univers très honorable avec beaucoup de réglementation. Et c'est vrai que je l'ai fait encore une fois en tant qu'autodidacte, je me suis lancé, j'ai fait des erreurs et grand merci. Ça n'a pas marché parce que heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de tout abandonner avant de me faire littéralement aspirer par le système. Et je me suis dit, ok, maintenant, tu vois, ça, avoir de l'argent et se faire manger le cerveau pour devenir un matérialiste, ça, c'est fini, Ça, c'est pas pour moi. Ouais. Et encore une fois, c'est une expérience de vie que j'ai mis qui a permis de savoir ce que je veux aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, j'ai un jean à l'année et je m'en fous. Je ne suis pas du tout habité par le matérialisme. Je roulais avec des SQ5 à l'époque et aujourd'hui, j'ai plus de caisse. Ça ne m'importe pas. Par contre, ce qui m'importe, c'est vivre dans un endroit qui me plaît, où je me sens bien. Et c'est ce que j'ai primé avec les années. Ce que j'ai privilégié, tu vois. Mais c'est toutes ces expériences de vie qui te permettent de trouver des réponses. Et pour le savoir, il faut taper dans la boîte de chocolat. Sinon, ça marche pas. La fameuse boîte de chocolat. De Forrest Gump. Exactement. Ouais. Du coup, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es explorateur. Ouais. C'est comme ça que moi je t'ai connu. C'est le bonhomme que j'ai voulu recevoir, c'est l'explorateur. Est-ce que tu peux, avant qu'on parle de tes plus beaux faits d'armes, des trucs de dingo que tu as fait, c'est quoi ta première expérience en tant qu'explorateur? La première fois où tu as fait un truc qui rentrait dans cette case de vas-y, je fais du... Ben alors du coup, l'histoire est bien faite, encore une fois, puisque après la détention, tu vois, tu rentres dans une autre dimension de la justice qui est l'emprisonnement, mais en te laissant penser que toi, tu es libre. Ça veut dire j'étais sorti de prison, mais j'ai eu 5 ans d'interdiction de quitter le territoire. Où et tout. J'ai eu le bracelet, je devais pointer tous les jours au commissariat, je devais aller voir des psys, une éducatrice, je devais aller au SPIP, je devais faire 1 million de trucs qui te font croire que tu es libre, mais en fait, tu es encore plus emprisonné que quand tu y es. Et du coup, tu vois, cette période-là, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris le vrai sens du mot liberté. Et la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire la liberté parce qu'on ne te l'a pas enlevé. Et encore une fois, je ne pousse pas les gens à faire des bêtises pour qu'on leur enlève la liberté. Mais par contre, je peux te dire, moi, je sais ce que ça fait de me lever et de respirer de l'air pur et de me dire, ok, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut en profiter vraiment. Il faut arrêter de croire qu'on a le temps. Il faut arrêter de croire que plus tard, de procrastiner ou de penser que il va se passer plein de choses. Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Et du coup, je me suis dit, le jour où j'ai l'interdiction de quitter le territoire qui se lève, je me prends un billet pour l'endroit le plus lointain au monde. Je veux partir, je veux tout quitter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis parti mal fait, encore une fois, évidemment. Sinon, ça serait on se refait pas. Ça, c'est clair. Sinon, ça pas. serait trop simple. Ouais. Mais je suis parti et voilà, je suis parti avec mes 500 balles en poche, en ayant gagné un billet sur l'achat d'une montre dans une grande marque où tu n'avais pas vraiment le choix des destinations. Il fallait juste que tu soumettes 3 exemples. Et bim, j'ai terminé aux États-Unis, à New York, avec un sac de 25 kilos, pieds nus, 500 balles en poche. Là, est-ce que le pied nu, parce qu'on va y venir après, parce que ouais. Moi j'ai vu un listing un peu des trucs que tu as fait, et il y en a beaucoup, il y a marqué ça sur tant de temps, pieds nus. Ouais. Ça, pieds nus. Ouais. C'est un souhait. Ouais, clairement, en fait, ça a été une grosse revanche sur la vie pour moi, en tant que... tu peux me dire ce que tu veux et tout, mais pour moi, ma liberté, c'est pas porter de chaussures. C'est comme ça que je me sens libre. Et j'ai déménagé dans un endroit où je peux aller faire les courses pieds nus. J'ai déménagé dans un endroit où je peux marcher pieds nus toute l'année. Et des tongs, pour toi, c'est pieds nus ou c'est pas pieds nus? Ouais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est une vraie question. Enfin, est-ce que c'est pieds nus vraiment au sens... Non, c'est pieds nus au sens propre du terme. C'est-à-dire que j'ai pas de chaussures. Pieds, quoi. Ouais, et puis j'ai fait plein d'explorations comme ça et tout, parce que ça avait du sens pour moi. Et ça avait du sens dans... Ça matérialisait, en fait, cette volonté de liberté, de voyager, d'être connecté à la nature, d'être vraiment un vrai gars et pas... Parce qu'en là, c'est d'être à poil, finalement, c'est pas d'être pieds nus. Ouais, bien sûr. Et après, c'est toujours cette nuance qu'il faut avoir entre, ok,
je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans cette société, mais j'y vis quand même. Donc, je dois trouver toujours un juste milieu. Donc, je peux pas être à poil, mais je peux être pieds nus. Donc, évidemment, c'est très particulier comme discours, mais moi, c'est comme ça que ça m'a donné envie de voyager. Et moi, j'essaie de comprendre. Parce que, après, je veux qu'on revienne sur New York, parce que je t'ai coupé, mais. Ouais. Parce que faire n'importe quelle exploration en étant pieds nus, tu te mets déjà une balle dans le pied, que ce soit un désert, un glacier, une forêt. Enfin, tout à l'heure, on en parlait, tu me parlais des fourmis, des trucs. Ouais. Tu fais les trucs avec des rangers ou tu les fais pieds nus, tu subis pas les mêmes choses. Déjà. Ouais, carrément. Mais après, ce mode de vie, il est venu de mon enfance aussi, parce que j'avais une vie, je vivais beaucoup vers le Cap Ferré et tout ça, et on passait beaucoup d'été, on était pieds nus, on était bord de mer, on faisait tout. Et puis les saisons se sont toujours un peu allongées. Puis une année, je me suis dit, mais pourquoi en fait de 4 à 6 mois, je pourrais pas passer à toute l'année et passer l'hiver pieds nus? Ça s'est fait un peu naturellement. Et puis après, je me suis dit, je me sens bien comme ça. Et en fait, j'ai trouvé des vraies valeurs ajoutées à ça. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, je ne tombe jamais malade. J'ai développé un système immunitaire très puissant, puisque du coup, je me mets toujours un peu en difficulté dans le quotidien, ce qui fait que je n'ai jamais de maux de tête, je n'ai jamais de toute petite maladie. Par contre, évidemment, il m'arrive un truc, c'est hôpital direct. Et à la fois, ça a fait du mal à plein de gens qui me côtoyaient parce que j'étais pas classique en société, parce que je rentrais pas dans le cadre et tout. Et quand on m'invitait, c'était lourd et tout. Et voilà, donc j'apprends à mettre des chaussures quand je viens. C'est marrant, je sais pas si tu te souviens tout à l'heure au téléphone, quand je t'ai appelé, je t'ai dit je pars, je viens te chercher. Et je t'ai dit, ça me fait chier de te faire galérer, je peux pas te réceptionner au train. Tu m'as dit non mais t'inquiète, et je t'ai dit oui, c'est vrai que toi t'es un va-nu-pied, je t'ai dit en rigolant. Ouais. Mais je l'ai dit sans même penser à tous ces trucs-là, mais c'est c'était vrai. au sens propre, en fait. Ouais, complètement. Et, c'était... Et puis j'avais regardé plein de reportages à l'époque, notamment sur un Américain qui parle que, comme beaucoup de choses, l'humain n'est pas fait pour porter des chaussures à la base. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous nés pieds nus et que ce qui a fait qu'on est devenus des hommes ou qu'on s'est développé sur certains niveaux, c'est aussi de se confronter aux éléments de la nature. Et moi, ça m'a toujours plu, cette dimension-là. Et donc, pendant beaucoup de temps, j'ai pas porté de chaussures et j'ai fait des expéditions pieds nus, et notamment... T'es un peu mimicicu, un peu, non? Oui, avec les anciens qui connaîtront la ref, à mon avis, c'est un Indien dans la ville, mais... Beaucoup bon goût, le chat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ouais, un peu. Mais ouais, on m'appelle ça. Ou alors, du coup, forcément, ça m'a créé des problématiques. C'est que ça m'a fait des pieds très larges. Épais. Et épais. Ouais. Et qu'on dit que j'ai des pieds de hobbit et tout, donc c'est très drôle. Mais, à contrario, ça me permet de faire des choses vraiment incroyables, d'aller dans un endroit où je me sens vraiment libre et où je me sens connecté aussi. Et ça compte dans ce que je fais comme travail aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que c'est... New York. Et c'est comme ça que je suis arrivé à New York, ouais. Et donc, première nuit, $175. Donc, du coup, j'ai compris contre ma volonté que la ville, c'était pas fait pour moi. Et j'ai commencé à tracer et tout, et puis à descendre, à marcher, à faire du stop. Je parlais pas un mot anglais, ça marchait pas du tout. Mais bon, j'étais tellement heureux d'être libre. C'est la première fois que je voyais un autre pays. C'était gueudin, c'était fou, c'était... Il y a autre chose qui existe, en fait. Mais tu venais pour avoir la paix, tu venais pas pour en chier, là, pour le coup. Tu venais pas pour faire de la survie. Je venais pour sortir de quelque chose. Ouais. Mais je savais que ça serait pas simple. Et donc, effectivement, le voyage s'est rapidement tourné vers une aventure. Et après, il y a eu plein d'enchaînements de petites situations dans ce voyage qui, après coup, ont fait que c'était déjà ma première expédition, mais je l'ai jamais vécu comme tel. Je me suis perdu dans les Everglades pendant 12 jours. En Floride, donc. En Floride, ouais, c'était un enfer. J'ai pas mangé pendant 12 jours. C'était la première fois que je découvrais la vraie solitude, où tu es tout seul, tu captes pas, il n'y a plus personne, il n'y a rien. Et je me rappelle cette image complètement horrible, où je suis dans la forêt dégueulasse, dans une tente qui s'appelait une tente sarcophage à l'époque, donc c'était horrible. Et je sors à poil en pleurant, en jetant mon ordinateur, mes livres et tout, parce qu'en fait, je ne peux plus avancer tellement j'ai mal aux pieds et au dos. Et donc, premières expériences très, très douloureuses avec la vraie solitude, celle qu'aujourd'hui, plus personne, très peu de personnes connaissent. C'est-à-dire, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de livres, j'ai rien, je suis coupé du monde, j'ai rien d'autre à faire que penser. Et ça, aujourd'hui, on prend difficilement le temps plus beaucoup, ça. De le faire. Et c'est des expériences comme celle-ci qui m'ont dit, ok, c'est super dur, mais quand même, c'est trop bon, quoi. C'est trop bon parce que
Parce que ça me permet de me recentrer, ça me permet d'apprendre à me connaître mieux, à savoir ce que je suis capable de faire, à découvrir mon corps et à faire des expériences. Et j'ai enchaîné mon voyage comme ça pendant 1 mois, 2 mois, et puis j'ai terminé de l'autre côté. Et il y a cette fameuse histoire, effectivement, dont je t'ai parlé, que ouais, j'ai vu en interview déjà. Qui m'a rendu un peu famous sur 2-3 médias, où voilà, je me suis... Donc attends, t'es en Floride et là, tu pars en Californie, Ouais, c'est ça, j'ai traversé pas mal. J'ai rencontré des mecs qui m'ont payé un bout de bus. Je suis allé d'abord à Houston. De Houston, je sais même pas comment je me suis démerdé à partir en Floride. Et puis en Floride, sur la côte ouest, Californie. en Californie, pardon. Là, je connaissais quelqu'un, donc ça a été pour moi le premier moment où j'ai pu souffler après 1 mois et demi de voyage. J'étais accueilli et tout, et où j'ai pu aller faire des visites, visiter des monuments. Et c'est là, touriste, quoi. Voilà, comme un vrai touriste, que je pensais, évidemment. Et c'est là qu'est née cette envie de découvrir le Grand Canyon. Le Grand Canyon, et donc, je sais pas, mais les States, c'est fou, quoi. Enfin, c'était le premier village, le premier pays, pardon, que je faisais, et puis je me suis dit, putain, c'est démentiel, quoi. Le mec il te dit c'est un bloc et en fait c'est à 10 pâtés de maison. Chez nous c'est pas... Enfin, tout est disproportionné, autant dans la ville que dans la nature. Et quand tu arrives là-bas, c'est pas la petite montagne, tu vois, c'est le Grand Canyon, quoi. Et donc je suis en haut du Grand Canyon, déjà sensation de malade. J'ai l'impression qu'au bord du Grand Canyon je vais sauter, je vais voler. T'es tout seul ou avec ton pote là? Non, là je suis tout seul. Tout seul. J'ai l'impression que je vais voler et tout. J'ai loué une voiture, on m'a aiguillé sur ça et tout. On m'a dit ouais, fais attention au Grand Canyon, prends de l'eau. On me donne quelques conseils, voilà. Et puis je pars. Et puis je me dis, vas-y, moi c'est quoi le but? Je critique pas les autres, mais c'est vrai que le but c'est de faire la visite du Grand Canyon. Donc il y a une espèce de tour, tu prends des photos, tu regardes, c'est des crevasses immenses de centaines de mètres, des fissures dans la terre, quoi. Donc c'est quand même ultra impressionnant. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je suis époustouflé, je me dis... En plus, c'est vrai, il y a cette sensation d'appel du vide qui s'est emparé de moi et tout. Je me suis dit, putain, c'est tellement beau, c'est tellement fou et tout, je vais réussir à m'envoler et tout, puis je vais flotter, quoi. Et puis, je me dis, je vais descendre. Je vois tout le monde qui reste en haut et tout. Je vois un mec qui descend, petite rando et tout. Et je me dis, vas-y, hein, une couverture de survie, une barre de céréales et tout. Puis je commence à descendre. Et puis là, je descends. Et là, je suis animé par la même chose qui m'a toujours animé dans la vie. C'est... te foutre dans la merde. Me foutre dans la merde. Et je vois ce mec, forcément, je veux le dépasser. Parce que je veux être le premier. Je sais pas pourquoi, mais je veux être le premier. J'en dépasse 1, j'en dépasse 2, j'en dépasse 3. Puis à un moment donné, il n'y a plus personne à dépasser. Et là, je comprends. Là, je comprends que c'est déjà trop tard, que je peux plus remonter, que je suis déjà trop avancé dans la descente et tout, et que je suis comme un con. Et que je commence à être fatigué, et que ça faisait déjà 2-3 heures que j'étais en rando et tout, et moi je me rends pas compte, très sportif déjà au niveau de l'endurance à l'époque. Et puis je me dis, qu'est-ce qu'il me reste à faire, il faut que j'aille plus bas. Ouais. J'ai pas le choix, tu vois. Ouais. Et donc je commence à descendre, il y a un petit village qui s'appelle Indian Village au cœur du Grand Canyon. Et puis là, j'arrive, et c'était la nuit, donc j'étais avec ma frontale et tout. Et je vois des grands coups de lampes au machin, quitter et tout, en anglais et tout. Ouais. Moi, je n'habite rien, évidemment. Mais bon, je comprends que je ne suis pas hyper bien le bienvenu. Et en fait, le gardien m'explique, ici, c'est un espèce de camp protégé et tout. Il faut un ticket pour venir camper ici. Je me dis, mais t'es sérieux? Moi, je découvre, en fait, le commerce de la nature. Première fois, encore une fois, tu vois, première fois que je... Et donc, $40 pour le ticket. Évidemment, je n'avais pas un dinar, donc ça ne marche pas. J'arrive à m'esquiver, bim, et je vais me mettre au bord de la rivière, qui n'est pas du tout une rivière française, hein, c'est un torrent qui fait 200 mètres de large et tout. C'est un lac. C'est une machine, mais c'est une descente très puissante, tu vois. C'est vraiment comme dans les films. Et je me dis, ah là là, mais je suis le roi du pétrole, quoi. Je commence à déplier ma couverture de survie, hop, petit coup sur la lune et tout, et je me dis, là, je suis au top du top et tout. Je me suis foutu dans la merde, mais bon, c'est quand même incroyable. Ça valait le coup, ouais, ça valait le coup, quoi. Et là, il commence à pleuvoir, mais vraiment costaud et tout. Et on m'avait donné un conseil avant que je parte, c'était surtout ne reste pas
en rive de rivière, De quoi, plan d'eau, quoi. de plan d'eau, parce que quand la rivière sort de son lit, ça arrache vraiment tout sur son passage. Donc je me dis ok, très bien et tout, bim, allez, tranquille, je vais me mettre un petit peu en amont, retrait, pépère, hop, je redéplie ma couverture de survie, ma frontale, pépère, je me dis ouais, sous-alimenté déjà, j'avais pas beaucoup mangé, une barre de céréales et une pomme, et je me dis bon bah c'est pas grave, je suis quand même au top. Et là je m'endors et tout. Et j'éteins la lumière de ma frontale. Ouais. Et je sens une piqûre sur mon bras gauche. Et instinctivement, je l'attrape et pour jeter s'il y a l'insecte, tu vois, et ça me repique sur le doigt. Et donc, tu vois, à cette époque, pour te redonner la dimension de l'analgésie congénitale, de la problématique par rapport à la douleur, je commence déjà à capter qu'il y a un truc, ça fait déjà quelques années, tu vois, donc je capte que si je ressens vraiment une douleur importante, c'est que ça doit faire super mal. C'est que c'est balèze, ouais. Et là, j'ai vraiment super mal. Ah, je me dis merde. Et donc, du coup, je me dis, c'est pas du tout comme j'ai senti, je me suis fait piquer par d'autres trucs, des tendres, des machins et tout. Je me dis, je vais quand même mettre un coup de frontal, quoi. Coup de frontal. Scorpion. Tu paniques ou pas paniques, là? Ah, il y a 10 secondes. 10 secondes, comme dans les films. Ma vie défile. Tu vas Parce mourir. qu'un scorpion sur le papier, c'est forcément associé à mort. Ben, non. Pour les gens qui n'y connaissent En rien. l'occurrence, non, parce que sinon t'es pas là. En mais- l'occurrence, ouais, non, mais si tu veux, pour les gens qui n'y connaissent rien, comme moi, oui, parce que à cette époque-là, je ne sais pas qu'il y a différents types de scorpions avec différents process, les couleurs, les machins, qui permettent de déceler si un scorpion est mortel ou pas. Ouais. Donc là, si tu veux, par exemple, typiquement, on peut le dire, si sur n'importe quelle couleur, ça c'est l'exception à la règle, si sur n'importe quelle couleur de scorpion, les pinces sont beaucoup plus grosses que l'espèce de queue qui te pique, c'est qu'il n'est pas mortel. Par contre, si c'est des toutes petites pinces et qu'il a tout qui est dans la queue, dans le venin, là, t'es mal, quelle que soit la couleur. Et après, théoriquement... Ça, c'est une vraie règle. Ça, c'est une vraie règle. Pour un gars qui connaît pas, ouais. Et après, tu as un code couleur qui marche aussi parce que tu as le jaune, le marron et le noir. Et donc, les noirs, c'est les plus mortels. Où tu te trouves et tout. Après, ça, c'est une autre règle, mais ça dépend des biotopes. Tu vas au bled, tu vas en Afrique, c'est partout différent. Mais cette règle universelle, de la pince et du machin et tout, bah, évidemment, moi, j'y connais rien. Tu savais je pas vois Scorpion. Ouais. Je vais claquer. Et puis alors, tu vois, le Grand Canyon, ça a été une expérience doublement douloureuse parce que j'ai fait quand même pas mal de conneries dans ma vie, mais je peux te jurer que savoir que tu es condamné et que ça va durer 1 minute, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Je le souhaite à personne au monde. De croire que tu vas mourir dans la minute qui suit, d'être persuadé que ça va arriver et qu'en fait tu ne peux rien faire, d'être condamné, c'est une sensation atroce. Mais vraiment, et je te jure, je pèse mes mots. Et là, je me fais happer par ça en me disant je vais mourir dans une putain de minute, espèce de con et tout, machin et tout, je commence à m'en vouloir. Et là, ça, en vrai, j'ai l'impression que ça dure une éternité, mais ça dure 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, pim, instinct de survie. Tu veux pas claquer, qu'est-ce que tu vas faire? Je commence à sortir ma lame, je la pose sur mon couteau, sur mon doigt, je me dis, vas-y, ici, il faut que je coupe. Je rame mon épaule, je fais... Ouais, parce que j'allais dire, le bordel, c'est pas que le doigt, c'est l'épaule. Il va y avoir un problème et tout. Ouais. Et là, je commence à me pisser dessus, je commence à tuer le scorpion, à essayer de trouver des... Je me suis dit, je vais aller chercher le putain de garde qui m'a viré du truc. Ouais, du camp, ouais. J'y vais, je gueule et tout. Pas un chat, bordel. Personne. C'est la nuit ou le jour, là? C'est la nuit noire, là. Nuit noire au milieu du Grand Canyon. Je suis avec mon scorpion dans la main, en train d'essayer... Mort, en train d'essayer de trouver les mots en anglais que je ne connais absolument pas pour donner les symptômes de mon corps. Donc, je réagis vraiment déjà avec une stratégie, tu vois. Ouais. Avec une façon de faire hein, où, tu vois, il faut être méthodique. Ouais. Et je me dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Il faut que je donne des descriptions, machin et tout. Bref, je cherche le mec, personne. J'accélère, mais pas trop, parce que sinon, je sais très bien que ça, je vais pouvoir propager le venin. Avec le flux sanguin. Exactement. Et tout, ouais. Ou intra, sous la peau, c'est sur le système nerveux, en l'occurrence. Et donc, j'essaye de faire tout ce que je connais, mais j'y connais rien. Putain, et personne. Et j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et puis moi, je te jure, je crois que je vais mourir.
Et là, au loin, je vois un truc qui brille. Et je m'approche et je vois que c'est l'emergency phone. Je pète le scellé, je prends le téléphone avec mon anglais dégueulasse. Ah, help me, Scorpion, À moitié en train de chialer et tout, ouais. Ouais, pas en train de chialer, mais tu sens que la panique est là, tu vois. Ouais. Et machin et tout, et... Hello. Hello quoi? Quoi. Je lui dis hello quoi? Et... Hello banque. Ouais, je dis, ah, vas-y. Non, sérieux, là, je vais mourir. Elle m'a dit, what color is the scorpion? Je dis, bon, avec mon accent à découper une viandasse, je lui dis, ben, c'est bon, il est marron. Il est marron. Marron, brown. Ah, putain. Et là, elle me dit, ah, mais it's okay. Tu vas pas mourir. Et raccroche. Ah là, mais comme je suis livide. Ouais. Je me dis, bon, déjà, je t'explique. Ça se trouve, elle a pas compris ce que je lui ai dit. Avec mon anglais à découper. Et puis, ça se trouve, je vais mourir vraiment doublement comme un con parce que je suis à côté du téléphone. Ouais. Je rappelle et tout. Et puis, elle voit que je suis en panique et tout. Je lui dis, mais non, franchement, là, je peux pas. Je vais mourir, bordel. Et elle me dit, ok, je t'envoie un hélico. Et là, je sais pas pourquoi. Éclair de génie ou pas de génie, je sais pas. Je me rappelle un pote à moi qui a tapé dans un poteau parce que sa meuf l'avait quitté. Il s'est pété 3 phalanges, $600. Et moi, je me dis, ah ouais, d'accord. Je vois l'hélico arriver avec une pancarte. Rentre chez ta mère, c'est fini pour toi. Tu vas finir au placard avec 20 briques de dette. Ouais. Et t'es fini, toi, tu sais. Et je lui dis, mais t'es sûr le marron, c'est bon. Elle me dit, ouais, c'est bon. Et on raccroche le téléphone. Je dis, ben, annule l'hélico et on raccroche le téléphone. Et là, je commence à me poser. Je suis dans la cabane et tout. Il n'y a toujours personne et tout. Et j'attends. C'est nuit noire. Il est 2-3 heures du matin. Et je commence à me dire, bah, écoute, il me reste qu'un truc à faire. C'est voir comment réagit mon corps et tout. Et voir qu'est-ce que je vais faire au petit jour, quoi. J'attends. Je suis avec ma lame. Je m'endors. Je mets des réveils. J'essaie de me reposer. Enfin, voilà, il n'y a rien qui marche. Je me pique toutes les minutes et tout pour voir si je ressens la douleur et tout. Et puis, à un moment donné, je plante le couteau dans mon bras et je ne sens plus rien du tout. Donc, je me tape une paralysie du bras, du doigt. Bon, je rigole aujourd'hui parce que il y a ce film avec Ace Ventura en Afrique, tu sais, quand il prend les fléchettes, là, il est avec ses bras vacants et tout. Là. Pareil. Et à 5-6 heures du matin, je vois 2 mecs qui partent, des randonneurs, avec des frontales et tout en pleine nuit. Je me dis, putain, c'est le moment. C'est le moment, et vas-y, porte ta grosse paire de couilles, mec. C'est le moment, il faut que si t'as vraiment envie de t'en sortir, c'est le moment où tu dois partir. Et je pars. Et ce fut la plus horrible erreur de ma vie. Un enfer. D'avoir marché? Un enfer sur Terre. En fait, là, ça a propagé complètement le venin dans mon corps, donc ça me créait des atrophies des muscles. J'avais pas d'eau, je me sous-alimentais, évidemment. Ouais. Et donc, à chaque fois que je faisais un pas, ça devenait, ça se transformait en crampe et je pouvais plus avancer, quoi. Je tombais, plus j'avançais, plus j'étais à flanc de falaise pour remonter, évidemment. Ouais. Parce qu'en canyon, tu descends, puis après, tu remontes à flanc de falaise pour arriver en haut. Et puis, j'en arrive à un point où je me découpe les vêtements, je me fais des garrots avec des bouts de t-shirt pour pas que mes muscles se contractent et tout. Et je me dis, putain, vas-y, mec, si tu t'en peux plus, il faut que tu t'arrêtes. Et à la seconde où je dis ça, tu vois, une rage, mon gars. Mais un truc, je peux même pas t'expliquer. Genre une transe, quoi, à la limite. Ah ouais, un truc de fou. Et ça me permettait de faire un pas par un pas. Ouais. Et j'ai mis je ne sais pas combien de dizaines d'heures à remonter. De dizaines d'heures? De dizaines d'heures. Sans exagérer? Sans exagérer. Alors, de mémoire, j'ai mis plus de 18 heures à remonter la falaise avant de tomber sur un touriste qui descendait, qui faisait une centaine de mètres pour descendre. Parce que pour tout le reste, en fait, où les gens ne veulent pas rentrer parce que c'est une trop longue randonnée, ouais. Et du coup, ils font 100 mètres pour aller prendre quelques photos, mais sinon, il ne se passe rien de distance, entre les vrais randonneurs et entre les autres. Et les mecs étaient partis, je les avais perdus depuis belle lurette, enfin bref. Et donc, cette expérience, voilà, j'ai réussi à remonter. Et puis, quand j'arrive en haut, en fait, le parking où je suis garé, il est à 5 bornes. Donc, obligé de prendre un bus et tout. Et puis là, moi, j'y connais rien. J'appelle la personne chez qui j'étais à Los Angeles, à Huntington Beach. Et elle me dit, va à tel endroit, si tu peux, et tu vas te faire prendre en charge. C'était quand même à Phoenix, à 4 heures de route. Je prends l'auto avec une voiture automatique, je fais 4 heures de route pour aller jusqu'à Phoenix.
Et j'arrive à Phoenix. Sans boire, sans bouffer, sans rien. Là, non, dans la voiture, je remange, je bois ouais. et tout, donc je me machin. Mais avec les jambes séchées, mais vraiment, Mais là, tu pensais plus que t'allais crever, là, par contre. En fait, j'ai compris que j'allais pas mourir, Ouais. mais je me suis dit, par contre, la paralysie peut devenir vraiment un handicap à vie. Et donc, j'arrive à Phoenix, justement, et je suis pris en charge par la fameuse dame, la copine de mon ami. Et elle m'emmène à l'hôpital, et puis là, anti-venin, anti-poison. Il m'explique que si j'avais pas eu justement ce sérum au bon moment, je serais effectivement handicapé. J'aurais pu être handicapé pour le reste de mes jours. Et puis surtout, j'ai tellement plus de force dans les jambes, j'ai tellement plus rien à donner que je suis sur fauteuil roulant pendant presque une semaine, 10 jours, quoi. Première expérience L'explorateur. d'expédition, voilà, sans m'en rendre compte, sans avoir de titre, sans mettre des mots dessus. Sans même le vouloir, finalement. Sans même le vouloir, exactement. Et voilà, et c'est tout ce premier voyage qui a duré beaucoup de temps, qui a duré presque 8-9 mois, post-enfermement, voilà, interdiction quitter le territoire, qui m'a beaucoup formé, puisque j'ai atterri à New York et j'ai quand même fini en Colombie. Donc ça a été très formateur pour moi. Il s'est passé beaucoup d'autres choses, de péripéties à travers ce voyage. Et puis c'est là que j'ai compris que j'aimais ça, en fait, que cette liberté, c'était fou, en fait, d'être libre comme ça, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et tout. Et ça m'a animé de fou. Mais au bout de 9 mois, j'ai dû rentrer en France. Là, dans quelle année ? Je sais jamais, tu vois, c'est ça la problématique, c'est que moi, on en parlait avec le mec avec lequel je suis en train d'écrire le bouquin, c'est que en fait j'ai dû faire de l'amnésie volontaire pour réussir à m'en sortir psychologiquement. Et donc c'est super dur pour moi de mettre des dates sur des moments de ma vie, et même encore plus, je les mets tous dans le désordre. Parce que je crois que j'ai vu sur internet que après du coup je sais pas si c'est après, mais en 2017 tu as traversé l'Asie à pied. Ouais, ben ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à la fermeture d'une de mes sociétés, celle qui m'a pas rendu heureux. C'était la dernière, c'était avant que je traverse. Ça c'était après les États-Unis ou avant ? Ah non, les États-Unis, j'avais 25 ans. D'accord. Donc j'étais tout jeune. Okay. Non, j'étais tout jeune. C'était ma première aventure. J'étais tout jeune. C'était il y a plus de 10 ans. Quoi. D'accord. Et après les États-Unis, pour éviter de sauter une étape importante, tu te dis quoi ? Tu te dis, vas-y, je suis chaud, ça me botte, j'ai envie de... Ouais, je me dis ça, et puis donc je débarque à Paris, et à Paris, je débarque pieds nus avec mon sac à dos et ma paire de baloches, et puis je m'étais inscrit dans une école de ciné avant de partir. C'était la condition de mes parents pour que je rentre, en fait. Ils m'avaient fait m'inscrire dans une école de cinéma, et je me retrouve à Paris. Et en fait, pour moi, c'est juste la continuité d'un long voyage. Et là, c'est une autre descente aux enfers, parce que, en fait, Paris, je connais personne. Je débarque avec mon sac à dos, je sais même pas où loger le soir même où j'arrive. Et voilà. Donc un peu en SDF finalement. Je suis complètement SDF, et je revis des choses que j'ai vécues quand j'étais jeune et tout. Donc c'est très dur et tout. J'arrive à me faire dépanner à droite à gauche. Je vais à l'école, je trouve un boulot la nuit, et en fait le mec me file un scooter pour aller nettoyer des stands de parcs d'exposition la nuit, et le jour j'allais en cours au cinéma. Et en fait, sans jamais rien lui dire, je profitais du garage du scooter pour dormir. Et ça a duré 1 an, tu vois, pratiquement. Et je me faisais dépanner à droite à gauche pour aller prendre des douches, aller chez des copains et tout. Mais je disais jamais rien à personne, c'était un enfer. J'ai dû faire des choses pas belles aussi à cette époque-là pour essayer de gagner de l'argent et tout. Et jusqu'au moment où je me suis dit, ouais, ça peut plus durer, quoi. Il faut que je rentre. Et c'est là que je suis rentré, donc à Montpellier. Et où j'ai rencontré la mère de mes enfants, et puis après il y a eu un changement de vie aussi, où j'ai essayé de me diriger vers quelque chose de plus carré, quoi, de plus respectable, et où il y a cette fameuse T'es papa, hein, de 2 petites filles, hein. Ouais, je suis papa de 2 pépettes. C'est quoi leur prénom ? 4 et 6 ans. La grande, elle s'appelle Pita, et la petite, elle s'appelle Ellie. D'accord.
Et ces deux phénomènes incroyables, pas parce que ce sont mes filles, mais parce que c'est trop drôle de voir que c'est deux filles complètement opposées. Il y en a une, c'est le porté craché de sa mère, ultra sensible, et la petite, c'est la même problématique que moi sur la douleur et tout. Donc voilà, c'est... maintenant, d'ailleurs, si on parle un petit peu du côté enfant, tu vois, donc j'ai été parent à 27 ans, 26 ans, un truc comme ça, quand j'ai créé mes boîtes et tout ça. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir quand même un bagage, tu vois. Et c'est clairement un step au-dessus. C'est une aventure encore bien plus grande que tout ce que j'ai pu penser accomplir jusqu'à ce moment-là. Et est-ce que c'est aussi peut-être challengé par le fait que toi, en tant que gamin, t'as ramé et que du coup, t'as l'impression que ton éducation n'a pas été bonne? Est-ce que peut-être que du coup, c'est une pression supplémentaire de te dire faut pas que je rate ce qu'on a raté avec moi ou pas? Ouais, non, je sais pas, parce que de toute manière, je fais quand même les choses différemment. Et puis, il y a quelque chose que j'ai compris avec les années aussi, c'est quelque chose que j'ai détesté quand j'étais enfant, mais que du coup, j'arrive à en parler avec mes parents aujourd'hui, c'est que tu le veuilles ou non, tu fais comme tu peux. Du mieux que tu peux, au moment où tu es la personne que tu es. C'est une règle dans la vie, ça, de toute façon. Donc, si tu veux, oui, effectivement, mon histoire a fait qu'elle m'a nourri et que j'ai pas envie d'aller sur ce chemin ou sur un autre. Notamment, par exemple, la violence chez moi, ça n'existe pas. Tu vois, même le cri, des choses comme ça m'a forgé. Donc, j'ai pas du tout envie de donner à mes enfants. Par contre, j'ai de la rigueur. Je suis très droit avec mes enfants. À la limite, des fois, du dur. Mais voilà, chez moi, il y a des codes, c'est du respect, c'est de la langue française. Il n'y a pas de ouais, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de je sais pas quoi. Chez moi, c'est carré. Et à la fois, je suis leur meilleur ami aussi. On rigole ensemble, on tape des barres ensemble, on va à l'escalade ensemble, on fait des sorties ensemble, on fait tout ensemble. Et puis, il y a toutes ces étapes par lesquelles tu passes quand tu es parent et que tu en as un ou un, et deux, et voilà, et les choses changent. Et tu apprends tout le temps, continuellement, à devoir t'adapter à la situation et en l'occurrence, typiquement, à devoir faire face à mon égoïsme, puisque c'est de ça qu'on parle en fait dans le sujet de l'exploration et de devoir accomplir des choses, et d'être parent aussi. C'est presque deux univers qui sont opposés. D'un côté, je suis jamais chez moi, et de l'autre... t'es censé, enfin je suis pas parent, mais t'es censé vivre pour tes enfants quand t'en as. Ouais, alors toi, voilà, comme tu viens de le dire, l'exploration, le simple fait de dire je vais m'accomplir à travers des voyages, ça veut dire allez tous vous faire voir. Clairement. Je me barre. Moi, mes enfants, ça compte énormément et je le dis très souvent. Mes enfants, c'est autant une force qu'une faiblesse. Et typiquement, quand je me retrouve en expédition, voilà, ça me donne envie de tout abandonner parce qu'elles me manquent et que je me pose des questions de pourquoi je suis là. Et c'est ce qui me donne la rage de rentrer chez moi. Donc, c'est vraiment pas grand-chose à chaque fois. Mais voilà, et puis je t'en parlais tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que c'est plein de moments délicats dans la vie de parent où tu te fabriques, toi, en tant qu'homme et après papa, d'une manière différente, et où t'es pas dans les circuits, encore une fois, classiques, et où les gens, ils sont pas là en train de... Ils comprennent pas, ouais, mais tu peux pas te casser, tu peux faire ci. Et moi, voilà, comme d'hab, je casse à mort les codes parce que je m'en branle déjà de ce que les gens pensent. Ça, c'est la première des choses. Parce que non seulement tu n'es pas dans ma vie, mais en plus de ça, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour moi, alors que toi-même, tu ne sais pas si c'est bon pour toi parce que tu ne l'as pas expérimenté. Donc, mais est-ce que tu t'en branles de ce que... Enfin, tu t'en branles de ce que pensent les gens, mais est-ce que tu t'en branles de ce que pensent tes filles, même si elles sont jeunes et... Pas du tout. Je ne m'en branle pas, mais par contre, et ça c'est très dur à entendre, mais ce n'est pas ce qui va me faire changer. Voilà, ça compte dans la balance, ça pèse. Je les entends. Quand je pars trop, j'essaye de trouver des terrains d'entente. Mais en fait, c'est un deal, quoi. C'est moi, je vous donne. Comprenez que je vous donne aussi, même si vous êtes des enfants, que vous ne pouvez pas bien comprendre ça. Mais je fais des efforts pour être là. Et moi, je change des choses par rapport à ce que j'aurais fait avant. Mais à côté de ça, il faut qu'on discute pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. Et mes filles, on discute énormément. Et voilà, et ça a de la magie à plein de moments, et des fois, c'est super dur. Enfin, je voulais t'en parler tout à l'heure, et on a dit qu'on gardait des moments comme ça, mais typiquement, donc, là, récemment, il y a des moments qui m'ont vraiment marqué, mais il y a eu une de mes premières expéditions,
où donc je pars seul, et puis c'est mal fait encore une fois parce que j'ai pas tous les moyens logistiques que j'ai aujourd'hui, j'ai pas les moyens de communication que j'ai aujourd'hui, j'ai pas de téléphone satellite et plein de choses comme ça. Et je me retrouve à avoir essuyé un grave pépin où je m'en sors indemne. Et la première des choses que j'ai envie de faire, dès que je capte, c'est appeler ma famille. Et là, j'appelle la mère de mes enfants. Et en fait, j'ai pas envie de raconter ce qui m'arrive. Tu vois, j'ai juste envie d'entendre leur voix. Et je dis, tu peux me passer Pita et tout. Et j'entends derrière, j'ai pas envie de lui parler. Et je dis à travers la voix de la mère de mes enfants, mais pourquoi tu veux pas me parler? Et elle dit, si tu as envie de me parler, t'as qu'à rentrer à la maison. Et tu vois, ce process-là, en fait, c'est là qu'on voit si, du coup, tu es fidèle à tes convictions, si tu es fidèle à ce que tu es en train de bâtir sur toi-même. C'est là qu'on voit si l'homme que tu prétends être, c'est celui que tu es. C'est-à-dire, est-ce que vraiment partir, c'est aussi important que tu le prétends? Et si oui, est-ce que tu vas en assumer cette violence, ces conséquences? Et est-ce que tu vas le prendre de la bonne manière? Parce que j'aurais très bien pu péter les plombs, rentrer et tout. Non. Je dis, c'est pas grave, on en parlera quand je rentrerai et tout. Et c'est ça qui fait que tu t'accomplis dans ce que tu es en train de faire. Mais t'as pas la peur qu'elle t'en tienne rigueur, hein, au point de dire vas-y, t'es pas mon père finalement, je te vois pas, t'es pas mon père. Ouais, j'ai vécu des moments très durs où je suis rentré et j'étais comme un inconnu à la maison quand elles étaient en bas âge et tout. Et après, les deux ont été très différentes, hein. La première, je rentrais, il fallait presque une semaine d'adaptation pour que je la reprenne dans les bras et tout. C'était un enfer. En tant que papa, je peux même pas t'expliquer ce que ça fait au cœur. C'est très dur, mais c'est la Quinta de ce que moi je fais, et c'est mon égoïsme, et j'ai choisi de le faire justement comme on en parlait aussi tout à l'heure, donc je dois en assumer certaines conséquences et je le fais. Maintenant, au lieu de me dire ça va s'aggraver, je vais dire qu'est-ce que ça va faire pour pas s'aggraver. Et donc j'ai fait des choses, et donc à chaque fois que je partais en expédition, typiquement par exemple, j'ai enregistré des heures de vidéos et je laissais des vidéos dans la maison, et tous les jours elles pouvaient voir un petit bout de vidéo où je faisais des jeux, et tous les jours elles avaient une action à faire et tout. Ça me permettait d'être connecté avec elles, de leur laisser une image de moi. Enfin, j'ai essayé de faire plein de choses à mettre en œuvre pour être un meilleur papa. Et après, au final, c'est vrai qu'on peut juger l'absence. Enfin, on peut avoir chacun son avis. Les gens qui verront la vidéo auront sûrement un avis, mais on peut aussi se dire, et on parlait tout à l'heure de Mike Horn, et je pense aujourd'hui les filles de Mike Horn, elles sont fières de ce qui est devenu leur père, tu vois, qui est le grand explorateur médiatique qu'on connaît. Et peut-être qu'au final, c'est un peu ça que tu vas leur laisser. C'est comme on dit en anglais, ta legacy, tu vois, ce patrimoine qui peut-être au fil des aventures, et on ne sait pas dans 10 ans ce que tu seras, où tu seras, tu vois. Et peut-être qu'elles se diront, bah voilà, mon papa, je l'ai peut-être moins connu, peut-être qu'il venait pas me chercher tous les soirs à la crèche et à l'école. Mais, tu vois, j'ai un avis bien tranchant sur ça aussi, c'est que typiquement, j'ai pas de critique par rapport aux autres éducations, mais c'est-à-dire que moi j'ai 2 boulots dans ma vie, quoi. Je suis explorateur et je suis papa à plein temps. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je suis dévoué à mes enfants. Je les emmène à l'école, c'est moi qui leur prépare le gâteau au chocolat. Et c'est une façon comme une autre, en fait, d'avoir une éducation avec ses enfants, parce que c'est pas parce que tu rentres tous les soirs chez toi que tu as un contact avec tes enfants. C'est pas parce que tu rentres chez toi tous les soirs qu'elles sont pas déjà au lit et que tu vas partager des choses avec elles, et des vraies histoires et de la vraie vie, en fait. Et que tu travailles pas le week-end et que tu leur dis j'ai pas le temps. En fait, chacun sa version de ce que c'est le côté papa. Et puis après, il y a aussi une autre dimension, c'est que je les ai beaucoup emmenés avec moi pour leur montrer ce que c'était le monde. Et à 7 mois, ma fille, on était en quad alors qu'elle captait rien en Grèce. L'année d'après, on est parti au Sri Lanka à marcher pieds nus, à faire des trucs de fou. Et chaque année, je les emmène quelque part pour qu'elles découvrent ce que moi, je vois, le monde, la beauté. Et ça les sensibilise. Les éléphants, les machins, les trucs. Et elles se disent, ah, on comprend mieux pourquoi tu parles. Et ça a été ma job aussi. Ça a été ma job de bosser sur un autre niveau pour unifier et simplifier tout ça. Du coup, bah écoute, j'ai envie que tu nous parles un peu de tes plus beaux faits d'armes, un peu des trucs de malade mental que tu as fait, parce que je sais qu'il y en a. Et en tout cas, sur ton Insta, j'invite les gens à aller c'est Louri Explorateur, c'est ça? Louri Explorer, ouais. Voilà, Louri Explorer. Avec un Y, ouais. C'est vrai qu'il y a des images de fou. On te voit avec la gueule toute gelée dans des glaciers, où il y a des vidéos où tu te dis il fait moins 50. Ouais, mais ça, c'est fou après, parce que
c'est, tu vois, tant d'expériences incroyables. Et avec le temps, du coup, j'ai appris à complètement changer mon fusil d'épaule, puisque je suis parti d'un mec complètement cramé, qui partait sans préparation, sans sécu, sans rien, à aujourd'hui un homme beaucoup plus équipé, beaucoup plus préparé. Et puis, il y a une dimension dans tout ça aussi, c'est mieux t'es préparé, mieux ça va se passer, même s'il n'y a pas de risque zéro. Le fameux entraînement difficile, guerre facile. Exactement. Et puis même aussi au niveau de la famille, tu vois, typiquement, moi je pars de la maison, bon, on parle de si je reviens pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ton corps si on ne le retrouve pas? Qu'est-ce que je dois dire aux filles? Donc, tu vois, c'est des dimensions qui sont autres. Mais à la fois, si tu es au clair, c'est quelque chose que tu auras en moins quand tu seras là-bas et ce qui va te permettre de t'accomplir dans ta discipline. Et c'est valable pour n'importe quel sport, en fait, n'importe quelle discipline que tu vas entreprendre. C'est valable pour ça dans la vie de tous les jours. Si tu n'es pas épris d'un truc parce que tu l'as bien réglé, ben, tu as plus de facilité sur le domaine que tu dois exécuter. Et effectivement, après, avec le temps, je suis parti dans des endroits fous. J'ai traversé des déserts à plus 50 pieds nus en faisant fabriquer des chariots au Maroc. Je suis parti, j'ai remonté une partie du Mékong à la rame. Là, cette année, on s'est retrouvé. Enfin, non. Là, il y a un an, il y a un titre que j'ai réussi à rafler qui a été le premier Français à traverser le plus grand glacier d'Europe, en Islande. Et donc à cette époque-là, c'était encore une histoire de malade, puisque j'y connais rien en expé polaire. Et je me dis, putain, mais moi, j'ai pas envie d'être fort dans une seule discipline. Je veux vraiment être un peu doué dans tous les domaines. Et donc je me suis attaqué à ce fameux glacier. Et j'y connaissais vraiment absolument rien du tout. Et quand tu dis j'y connaissais rien, ça veut dire que t'en prends conscience et tu te documentes, ou tu y vas jusqu'au jour J à la ZOB sans te préparer? J'essaye de me documenter, voilà, mais bon, cet expé, je l'ai préparé en 4 mois. Je veux dire, je suis arrivé en Islande, pour te dire, personne n'a voulu me monter sur le glacier parce qu'ils m'ont dit, nous, on ne veut pas être responsable de ta mort. Donc personne n'y a cru jusqu'à que je réussisse. Et typiquement, même les grands sponsors que j'avais qui m'avaient donné de la cam et tout, ils se sont dit, on le fait parce qu'on ne sait pas si on le fait parce qu'on n'a pas vraiment envie qu'il meure, ou est-ce que peut-être qu'il va réussir, mais bon, en tout cas, on le fait. Personne n'a jamais cru. Et une expé polaire, c'est pas du tout une expé subsaharienne ou tropicale. C'est une expé qui demande de la préparation, tout est calculé, il te faut des doublons sur du matériel, et tu as beaucoup moins de marge d'erreur, que ce soit des vents, que ce soit des trucs de fou. Ça, tu l'as fait tout seul, hein? Ouais, ça, je l'ai fait tout seul, c'était ma première aventure polaire, et c'était carrément fou. Tout simplement parce que j'ai réussi ce défi, mais voilà, à risque et péril, j'ai dû faire face à des tempêtes à 150 km/h de vent. J'ai dû me rappeler comment on passe des crevasses de 200 mètres de profondeur avec les tutos YouTube que j'avais regardés. Ah ouais, tu arrives à accomplir des trucs comme ça grâce à des tutos YouTube. Et donc, c'est inconscient, hein, un peu, non? C'est complètement inconscient. Et c'est pour ça que, du coup, le message que je fais passer à tout le monde, je le dis, c'est surtout ne suivez pas mon exemple, c'est vachement important. J'ai pas du tout la prétention de dire que je suis un exemple, loin de là. Et voilà, il y a moi, c'est juste que toute ma vie, j'ai dû apprendre dans la difficulté, mais je suis fait de cette chose-là, et ça a fonctionné certainement aussi beaucoup avec de la chance. Mais aujourd'hui, tout le monde peut se préparer, tout le monde peut y aller plus doucement. Et mais t'as pas envie de ça. Pour toi, moi, je sais pas faire ça. Moi, je sais pas faire le A, B, C, D, K1, alors que je peux aller du A au Z direct. C'est bon, j'ai pas le temps. Te sentir prêt à 100% avant d'attaquer un truc, ça te fait pas envie? Je l'ai fait là. Je l'ai fait donc sur l'expédition, puisque je suis rentré dans une expédition qui s'appelle le projet Icarus. Le projet Icarus, c'est faire l'ascension du sommet le plus élevé de chaque continent à travers le monde. Et la difficulté, c'est que nous, on a décidé de rallier chacun des sommets sans aucun moyen motorisé. Donc on va de la Russie à l'Afrique à vélo, après on traverse... C'est 7000, non, les sommets les plus hauts en général, non? Ouais, en fait, en Russie, c'est 5-6 000. Après, ça dépend un peu partout où tu vas ou quoi. Et c'est un projet qui est sur 7 ans, qu'on est obligé de diviser en chapitres tellement c'est long et tellement c'est beaucoup d'argent. Donc ça a commencé. Et ça a commencé. Et cette année, on a fait le chapitre 2. Donc, on est parti sur les mers gelées du Canada. On devait faire 3500 km à ski pour rejoindre l'Alaska et pour faire le plus haut sommet de l'Amérique du Nord, qui est le Denali, 6290 mètres.
Et tu vois, cette expé, typiquement, moi, j'ai accepté de faire cette expé, bon, déjà parce qu'elle est irréalisable, ça, c'est la première des motivations. Et la seconde, c'est parce qu'il y avait un mec en face de moi qui était très bon, excellent même, en organisation, qui est très doué en logistique et qui est très bon dans son domaine-là. C'est pas un alpiniste? Il est plutôt dirigé vers l'Alpi ou les expés polaires et tout. Et donc Mathieu, qui est mon partenaire sur le projet Icarus, c'est lui qui a créé ce projet-là même. Il m'a recruté avant que je parte sur le glacier. Et bien, on a fait cette expédition ensemble. Et là, quand tu arrives, en fait, tu vois, donc la banquise, pour te donner une idée, la banquise, c'est la mer qui est gelée, tellement il fait froid à une partie de l'année. Donc, c'est quand même fou de se dire... terriblement hostile. Mais t'avances sur la mer, quoi, déjà, pour commencer. Et puis, on est en train d'avancer et tout. Il y a un truc qui m'a complètement traumatisé. Enfin, il y a deux choses qui m'ont traumatisé pendant cette expédition. C'est déjà la nuit sur la banquise. En fait, tu plantes la tente sur la banquise, donc il y a tout un procédé... parce qu'il y a des ours, il y a des loups, et donc il faut mettre un système de sécurité autour du camp. Après, il faut rentrer dans le camp, il faut te soigner en fonction des bobos que tu n'as pas beaucoup dormi, tu es épuisé, tu fais du ski 10 à 12 heures par jour en tirant dans une petite barquette comme une sorte de luge tout ton matériel. Tu t'arrêtes jamais toute la journée parce que si tu t'arrêtes, tu congèles, tu meurs. Et donc le soir, c'est le moment où il se passe beaucoup de choses, on recharge le matériel, on mange, on se met dans son duvet, et puis là, tu es dans ta tente, quoi. Et donc, tu es à la merci de n'importe quel prédateur. Ça, c'est déjà, donc tu dors avec un fusil, même si tu as un système de sécurité, il est juste là pour... Ça ressemble à quoi, le système de sécurité? C'est quoi? En fait, c'est des espèces de piquets que tu plantes autour du camp, et chaque piquet est relié par un petit câble. Et s'il y a un passage de prédateur, ça déclenche une fusée, et ça te dit à combien de distance il est de la tente. Ça te laisse juste le temps de te retourner. Ça le fait fuir, non, en général? Théoriquement, ça le fait fuir, dans le meilleur des cas. Et sinon, dans un second temps, on a une arme de poing qu'on ne doit pas utiliser parce qu'on pourrait être même accusé de quelque chose de très grave si on devait tuer un animal. Donc on le sait pas du tout. De braconnage, des trucs comme ça. Ouais, sommation, on est obligé de faire des choses comme ça. Mais c'est rien comparé au fait que tu te mets dans ton duvet, tu mets 20 minutes à rentrer dans un double duvet qui est fait pour aller jusqu'à moins 50. Donc, comment t'expliquer? Déjà, dans la tente, c'est une température négative. Il fait déjà moins 20 dans la tente, moins 30. Et là, tu es dans ton duvet. Et c'est une des pires sensations de ma vie. C'est le changement de température qui crée des fissures dans la banquise. Et t'entends... Et toi, tu es dans ton duvet. Tu te dis, je vais tomber. Et tu te dis, imagine, juste, je suis sur le mauvais côté de la banquise et je suis sur le bout qui est en train de se décrocher. Et ça peut arriver, donc. Ouais, bien sûr. Ça peut arriver, bien sûr. On a déjà vu, mais Mike Horn, il a dû faire face à ça, ça a été un enfer. C'est horrible, quoi. Et donc, tu as mis 25 minutes à rentrer dans ton duvet, dans ta tente et tout. Il faut que tu te réhabilles, que tu te rééquipes, que tu sortes, que tu regardes si tout va bien. Tu as l'air d'un con en train de sauter sur la banquette, en train de dire, oh, je crois que ça va, là, c'est bon et tout. Et tous les soirs, c'est comme ça, et en fait, tu dors plus. Dégueulasse. 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 Et il y a une autre expérience qui m'a complètement traumatisé aussi, c'est qu'un jour, j'ai fait une mauvaise manip sur les sous-couches que j'ai. Et j'ai, en fonction de l'effort que tu génères par rapport à ta capacité à garder la chaleur, il y a un calcul qui est fait pour pas trop de transpiration et tout ça. Et j'ai trop chaud et tout à un moment donné. Et je fais l'erreur juste de dézipper ma veste. 5 secondes, ma veste a pris 7 kilos. La transpiration à l'intérieur, c'est congelé. Mais non. 5 secondes 5 secondes. C'est sur place. Et impossible de dégeler la veste. Parce que même dans la tente le soir, il te faudrait 5 jours au réchaud tous les jours. Donc effectivement, ces expéditions, elles sont à la fois dingues, ça c'est clair, mais après voilà... Mais tout à l'heure tu m'as dit un truc, on parlait en off, parce que je t'ai dit, moi je préférerais aller dans le chaud. Ouais. Et toi tu m'as dit, ouais mais le chaud c'est limite pire contrairement à ce qu'on peut penser. Ah non, tu m'as dit l'inverse. Non, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit le chaud. Ouais, le chaud c'est pire, tu peux pas baisser la température. Ah, le chaud, tu peux jamais baisser la température. Ouais.
Le froid, tu as toujours moyen de te réchauffer. Le chaud, c'est impossible, quoi. Tu es condamné, tu as chaud, c'est fini. Donc tu pour souffres. toi, c'est plus hostile d'aller dans un milieu. Ça dépend. chaud. Moi, j'aime bien le côté très organisé du polaire où t'as pas droit à l'erreur, tout est millimétré et tout. Et j'adore le chaud aussi parce que c'est un autre univers. Et puis c'est ça aussi qui est très très beau dans l'expédition, dans les explorations, c'est que tu vois des paysages de malade, quoi. Je veux dire, t'es au milieu de rien. C'est une étendue de blanc. On appelle ça l'enfer blanc, mais c'est incroyable. Tu vois les formations de Pâques, c'est les vagues qui se sont formées pendant que c'était en train de geler. T'as des bouts de neige. C'est dingue. Tu vois des aurores boréales ou alors tu vois des nuits étoilées de fou. Enfin, c'est vraiment. Et puis c'est ça aussi qu'on vient chercher. Moi, que je viens chercher dans l'exploration, c'est il y a plus de téléphone, il y a plus personne, il y a plus rien. Tu es obligé de penser à l'homme que tu es, à ce que tu vas accomplir dans la vie, à ce qui te fait du bien. Donc c'est aussi pour ça que je pars. Et les expéditions, c'est là où tu te sens le plus vivant, j'imagine. Disons que voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est un des moyens légaux de repousser ses limites. De repousser ses limites, de voir des choses extrêmes, et puis aussi d'accepter que le monde va mal en écologie et qu'il y a plein d'endroits qui sont amenés à disparaître, que tu verras plus, ou que tu n'as jamais vu et que tu ne verras jamais. Et je peux dire aujourd'hui, cet endroit-là, il y a 3 personnes au monde qui l'ont vu. Tu vois, ça fait c'est une richesse de malade. Ça t'enrichit. Et puis quand je rentre chez moi le soir, j'ai pas besoin de prendre un bouquin pour raconter des histoires. Il y a un truc que je me demande, moi j'aime bien un peu de temps en temps réfléchir de manière plus profonde, sans prétention, tu vois, mais bien sûr. Je me dis, tout ce que toi tu te forces à accomplir là, ou les explorateurs, tout ce que vous faites, tu sais, d'aller sur une banquise, d'aller dans une jungle très, très hostile, il y a des gens, il y a des centaines d'années qui le faisaient de manière impérative, qui n'avaient pas le choix que de le faire, qui n'avaient pas d'autres moyens, qui ne pouvaient pas le planifier, qui découvraient. Et je me dis, toi tu le fais volontairement, enfin les explorateurs, mais est-ce qu'au final ça a vraiment un sens ? Alors, c'est une question généraliste qu'on pourrait se poser. Moi, je suis convaincu que ça a un vrai sens, mais je me dis, je pourrais comprendre que des gens se disent que t'es complètement cinglé et que les gens qui le font, tu vois, parce que au final, tu théorises la manière dont tu vas aborder le milieu hostile, tu lises du matériel, tu vois, pour survivre et finir vivant de ce truc-là, alors qu'il suffirait juste de pas y aller plutôt que d'essayer d'en sortir vivant. Ouais. Mais après, typiquement. Moi, je pars du principe qu'il y a quelque chose qui nous anime tous. Et en fait, c'est cette faculté à assumer cette part de quelque chose qui est en toi et de la mettre à profit, qui est important et qui va te rendre plus heureux. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont eu un rêve et ils ne l'ont même pas touché du bout des doigts. Et moi, qui ai dû faire face à la mort plein de fois et tout, je peux te le dire, ça passe trop vite. Je n'ai absolument pas le temps de me lever et de me dire je vais regarder une série Netflix, je vais rien faire. Bien sûr que ça m'arrive comme tout le monde et tout. Mais moi, je veux bouffer la vie. Un jour, on va se lever, on aura 50 ans, mon gars. Mais à l'inverse, du coup, tu vois, de t'être confronté à la mort, ça te fait prendre conscience que finalement, tu as envie de vivre. Mais toi, d'en vivre, t'inclus... je remets à chaque fois cette vie sur le tapis. Après, moi, je suis complètement drogué à l'adrénaline et malheureusement, j'ai besoin de pallier à une problématique à ce niveau-là et je ne peux pas rester chez moi et tout. Donc, effectivement, j'ai décidé de me retrouver dans une dimension extrême qui m'apporte des sensations extrêmes parce que j'ai une vie extrême et parce que c'est exactement comme on en parlait, c'est que si tu veux, cette sensation où je ressens la douleur plus lointaine, et après, du coup, ça m'a envahi sur plein de domaines, ça m'a mis plus loin de mes émotions, ça m'a mis plus loin. Et du coup, maintenant, pour que je vive quelque chose qui me touche émotionnellement ou quelque chose qui me remplisse, forcément, il faut que ça soit extrême. Voilà. Que ça soit dans une relation amoureuse, que ça soit dans une expédition ou dans une aventure, tu vois. T'as besoin de violence, quoi. Enfin, de violence, pas au sens... j'ai besoin de ressentir les choses, d'être touché, d'être frappé. Et puis c'est surtout que aujourd'hui, je fais ça parce que c'est un moyen comme un autre d'accepter
que dans un quotidien, je ne suis pas capable de faire plein de choses. C'est-à-dire que j'accepte que dans un quotidien, je ne prends pas le temps de penser à moi, je ne prends pas le temps de penser à ce que j'ai envie dans la vie. Et quand je vais là-bas, j'adore, c'est un défi, c'est créer une discipline qui n'existe pas, donc c'est un très gros challenge aussi parce qu'on n'est pas connu, au niveau des sponsors, c'est très très dur. C'est tout ce qui est généré autour de l'expédition, c'est les mois de préparation, c'est les discussions, c'est... Voilà, et certainement quand j'aurai fait de grandes choses comme ça sur ça, et je passerai à autre chose. Parce que, comme tu as pu le constater, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter des parcelles de ma vie et d'en expérimenter des nouvelles. Aujourd'hui, je suis là-dedans et demain, ce sera peut-être autre chose. Et j'espère. Mais tu as des skills. Alors après, je me dis que quand tu accumules autant de connaissances sur des milieux que aussi peu de gens connaissent, après, la suite logique, c'est d'en faire profiter les gens, c'est d'en faire des experts. On va en parler juste après. Après, avant ça, moi, là, il me vient une question qui est plus banale, mais c'est quoi ton avis, toi, de l'émission Koh-Lanta, d'un point de vue survie, d'un point de vue véracité de ce qui peut s'y passer? Mais moi, j'ai eu l'occasion, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de faire Koh-Lanta ou de faire l'émission que j'ai faite. Voilà, et j'ai choisi de faire une émission qui était beaucoup plus puriste pour moi, beaucoup plus dure. Voilà, Koh-Lanta, c'est de la télé-réalité. Après, je connais des gens très très proches qui ont fait Koh-Lanta et qui m'ont dit que c'était quand même très dur et tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension stratégique, comme on a pu l'aborder aussi. Et après, moi, je ne l'ai pas fait, encore une fois, donc je ne peux pas te dire. Mais voilà, c'est un format qui marche très bien parce qu'il y a de la confrontation, il y a de l'effort physique, il y a de la difficulté. Et puis, il y a ce côté voyeurisme dont les gens qui sont dans leur télé ont besoin. Mais moi, est-ce qu'ils sont... Encore une fois, tu ne l'as jamais fait, mais... Est-ce qu'ils sont confrontés à des vrais dangers, à des vraies choses à des insectes qu'ils ne connaissent pas, à des trucs qui... Ça vexerait mes copains parce qu'ils vont certainement regarder cette interview que je dise que Koh-Lanta c'est facile. Mais non, je pense qu'ils sont vraiment confrontés à des vraies difficultés. Après, je pense que... Est-ce que c'est pas la fin, la seule difficulté de Koh-Lanta? Non, ils en ont chié physiquement aussi, ils en chient... Ils maigrissent, à plein de niveaux. Mais après, voilà, et c'est des gens qui ont peut-être moins l'habitude aussi d'être dans ce domaine-là, donc c'est beaucoup plus dur pour eux. Et puis, après, moi, je pense que ça reste une émission de télé. Voilà. Déjà, moi, je me dis que de dire que c'est de la survie, mais que tu as possiblement un hôpital qui peut t'accueillir instantanément, que tu as des collègues, que tu as des caméramans. Et tant mieux, dans un sens, parce que sinon, ça marche. Et aujourd'hui, c'est moi sur quoi je me dirige, avoir un staff et tout pour avoir... Parce que tu vois, par exemple, typiquement, moi, j'ai fait cette émission. C'était énorme, c'est bien qu'on en parle parce que dans cette émission, quand j'ai commencé moi Naked and Afraid, le mec, le gars qui a fait ça, l'expert survie me dit... Tu peux traduire pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais Nuit effrayée. C'est une émission qui est américaine où on te met à poil en binôme dans un biotope avec un objet. Tu as choisi un objet à l'avance et tu dois survivre pendant 20 jours, sans rien. Et donc, moi, mon binôme, évidemment... ça n'a pas marché, donc elle a arrêté au bout du 3e jour. C'était une nana. Ouais. Et moi, ça, c'est un peu pour le côté télé, non? Bien sûr, télé-réalité. Pour espérer quelque chose. Ouais, il y a n'importe quoi. Et donc, il y a ce côté où il faut faire du feu, il y a ce côté vraiment très survie. Et je pense que si tu n'as pas des notions de survie dans ce climat-là, ça ne peut pas marcher. Et à côté de ça, voilà, il y a Mais ils s'en assurent la prod de ça avant, quand ils te recrutent, ils vérifient tes skills en survie. Mais non. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait du clash. Donc, si tu veux, à un moment donné, ils veulent que ça s'arrête, ils veulent que la meuf arrête, qu'elle pleure et tout. Et là où moi, ça a été très drôle, c'est que j'ai décidé de tourner ça en comprenant. Parce que les 5 premiers jours, j'étais un mec parfait de la survie. Je faisais tout parfaitement et tout, Et je me suis dit... T'es vraiment à poil et elle aussi, par contre. Ouais. Ça, c'est pas... Non, ça, il n'y a pas de filtre. Et je me suis dit, je vais passer à côté de ce pourquoi je suis dans l'émission, c'est aussi faire un peu le buzz. Et je me suis dit, comment je vais faire pour apporter une dimension télévisée. Et c'est là qu'est né le côté très showman que j'ai réussi à amener à ça, où j'ai commencé à faire un caillou que j'ai appelé Pépito, je lui parlais la journée et tout, et à faire des trucs hyper impressionnants, au point que le mec me dise « Ok, on doit arrêter la prod parce que l'équipe de tournage va mourir derrière toi. » Parce que tu sais quoi, ça m'a appris une chose, ça m'a appris que quand il y a des médecins pas loin, moi, ça m'a donné accès à une folie dont j'avais pas accès avant parce que j'avais pas un staff. Si je meurs piqué par un serpent, ils vont me réveiller. Tu vois? D'accord. Et c'est cette dimension-là qui est géniale et que j'ai découverte à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, en fait, quand tu as un staff, tu peux pousser encore
le cran un peu plus haut sur les prises de risque. Et ça m'a fasciné. D'accord. Et je pense que Koh Lanta, c'est peut-être juste un cran en dessous, de par ce staff et de par tout ça, mais ça reste quand même une expérience inoubliable. Et le mec dont je parle, qui a fait cette émission-là, c'est un très gros mec déjà dans la vie, qui fait de l'ultra-trail, qui est très très chaud, qui est très très fort. Il m'a dit quand même c'est dur. Et donc si lui me dit ça, lui il court des 180 km sans s'arrêter, hein, donc c'est une vraie machine. D'accord. Donc, et tu donnerais quoi comme conseil du coup si quelqu'un voulait se lancer dans un truc extrême comme toi ou moins? Est-ce que par exemple on peut se dire on prend un bois ou une forêt qui est pas loin de chez nous, de n'importe quelle commune? Ah non, j'ai un vrai conseil si tu veux. Et faire 3 jours, vas-y. Ben, tu prends ta tente, tu la mets dans ton jardin et tu vas pas toucher au frigo pendant une semaine. Tu vas voir que tout ça se passe là. Déjà, avant de savoir apprendre à faire un feu et tout, il faut apprendre à tenir mentalement. À la fois c'est dur et à la fois c'est... Non, à la fois c'est facile. Ah, tu crois? Non, mais à la fois c'est très dur parce que t'as quelque chose à portée de main. C'est la proximité, c'est ça qui est le vrai exercice, c'est que c'est la proximité d'avoir... Ouais, mais tu te confrontes à rien en vrai. Ah ouais? Non, tu vas dans un bois, il n'y a pas ce putain de frigo, donc même si t'en crèves oui, du coup c'est facile parce que tu vas pas le toucher. Ouais, mais t'as pas le choix. Mais maintenant, reste dans ta tente à manger avec ce que tu as décidé de rationner à l'avance, c'est-à-dire tes repas, à faire comme si tu partais en expédition, à aller dans ta tente et pas sortir de ta tente. Essaye pour voir une semaine. Mais je comprends le process parce que moi j'aime bien des fois garder des sucreries chez moi, même en acheter, et me challenger de me dire mais t'y toucheras pas espèce de connard, tu vois. Ouais, mais même ça, ou alors par exemple typiquement quand j'emmène des influenceurs ou des youtubeurs et tout, ils me disent qu'est-ce que je mets dans mon sac? Moi je m'en bats les couilles, tu mets ce que tu veux dans ton sac, c'est toi qui le portes. Mais vas-y, choisis bien ton sac, parce que moi je vais pas le porter. Et tu vois, des fois c'est des tout petits exercices. Mais ça c'est une vraie question parce que quand tu fais de la vraie survie, mais ouais, mais on sait qu'il y a des objets élémentaires à apporter et d'autres qui servent à rien. Ce qui est important de comprendre dans la survie, c'est que ta première force, c'est ta force mentale. C'est que c'est ton instinct de survie, c'est comment tu vas arriver. Bien sûr qu'il y a de la technique à faire du feu, bien sûr qu'il y a de la technique. Mais à la fois, regarde dans ton jardin, du coup, tu as une diversité faune et flore qui est beaucoup moins vaste qu'en forêt. J'entends. Donc mais... si tu touches pas ton frigo et que tu as que ton gazon et tes pissenlits, tu vas être limite plus dans la merde que dans un bois où il y aura des animaux, il y aura des... Le but, c'est d'y aller progressivement. C'est ça que je veux donner comme conseil aux gens. C'est que avant de partir faire une grande aventure, va dans ton jardin, après va au bout de ta rue dans un bois ou va à un truc où t'as une notion de sécu, tu peux appeler quelqu'un en direct. Mais découvre en fait les objets avec lesquels tu vas travailler. Apprends à découvrir ton matériel. Apprends à découvrir qu'en fait... à un moment donné, tu captes plus si tu es dans la merde, comment tu fais. Et ça, si tu es à l'autre bout du monde et que tu es tout seul et que tu n'as rien du tout, là, tu es vraiment dans la merde et peut-être que tu rentreras jamais. Parce que moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'on parle de tous les exploits de tous les gens qui font et tout, mais on ne parle pas des dizaines de gars qui meurent. Ouais. On n'en parle jamais des gars qui meurent. Ouais. Des gars qui meurent, il y en a tous les jours, mon gars, qui reviennent jamais. Donc, bien sûr, il est parti faire un exploit incroyable et tout, mais moi, je sais pas toi, mais moi, je m'en bats les couilles des gens qui meurent. Je m'en rappelle pas. Bah déjà, t'en as pas connaissance, moi non plus. Non, mais même quand c'est un de tes proches, non, tu t'en bats pas les couilles. Ce que je veux te dire, c'est que quoi qu'il arrive, c'est la gloire de vouloir mener une aventure en étant le meilleur. Si tu meurs, ça n'aura servi à rien parce que personne ne va se rappeler de toi. À part si tu es une vraie légende. Moi, c'est pas du tout ce qui m'anime. Voilà. Non, on est d'accord. Mais moi, je me dis, pour toi, à quel moment on peut considérer que ce qu'on vient de faire, ça rentre dans un cadre de dire, ouais, là, j'ai fait de la survie, là... Je sais pas, est-ce que par exemple, si je passe 3 jours dans un bois... Ouais, déjà de l'autonomie. Il y a de l'autonomie, par exemple. Partir avec son sac en autonomie, en itinérance. Typiquement, par exemple, une rando. Ça peut être des fois juste une petite rando sur un parcours voilà, où il y a qui est borné et tout ça. Mais c'est savoir se rationner, savoir utiliser son eau, trouver des points d'eau, faire le feu le soir et tout. Même avec un briquet, déjà, essayer de faire un feu avec un briquet en trouvant les bons combustibles et tout ça. C'est dur. Et après, c'est monter d'un step, c'est partir un peu plus loin ou partir dans un endroit un peu plus reculé, changer de matériel, et au fur et à mesure, tu vas voir que il va falloir beaucoup de... Tu prends confiance en toi, déjà, c'est très important dans la survie d'avoir confiance en soi, parce qu'il te reste que ça face à tous les autres éléments. Donc moi, je suis très confiant en moi parce que justement, mon parcours de vie fait que je me connais très bien, je connais mes limites, je connais mes capacités, et je sais que quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir, mais parce que j'ai développé quelque chose.
c'est pas tout le monde. Mais la survie, tout à l'heure, je te disais, les gens qui, il y a 100, 200, 300 ans, faisaient des trucs, ils étaient obligés de le faire, même il y a des millénaires. Voilà, ils n'avaient pas le choix. Mais est-ce que c'était pas vraiment ça de la survie? Est-ce que du coup, maintenant, quand tu as des balises GPS, quand tu peux être rapatrié en hélico, quand tu as du matos sponsor par des marques qui coûtent des millions, est-ce qu'au final, c'est pas de la fausse survie en vrai? Oui, peut-être. En fait, c'est une autre manière de survivre. Et c'est vrai que le mec, il va te dire j'ai fait ça en autonomie totale, sans assistance, sans rien, en le puriste ultime. J'entends. Mais peut-être que moi, avec le matériel, et attention, hein, j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai été celui qui est parti sans rien et tout. Et maintenant, je suis devenu. Mais il n'aura peut-être pas accès à ce que moi, j'ai eu accès. En termes de compétences psychologiques, en termes de compétences, qui me rend plus compétent pour aller plus loin, pour faire de plus grandes choses. Lui, se sera arrêté avant, ou il sera mort, et voilà, et à contrario, où il aurait duré moins longtemps. C'est deux univers que moi, je critique pas du tout. Mais qui s'opposent. Non, ils sont pas opposés. Je pense qu'il faut passer par les deux pour apprendre correctement. Moi, j'ai débuté justement, comme tu dis, sans rien du tout, à la dure, vraiment à galérer comme un fou. Je me dis, la vraie survie, si on pousse le truc, ça serait, je viens te chercher à 3h du mat dans ton lit, je te ligote, je te cogne, je te mets dans un camion, et t'as les yeux bandés et je te balance, et au moment où tu te réveilles, t'es dans un environnement que t'as pas choisi, avec ce que t'as sur toi. Là, c'est de la vraie survie en vrai, un peu. Enfin, parce que tu n'as même pas conscience même de la localité, tu vois. J'entends, mais après, quel est le but dans un sens d'être ça? Si c'est l'expérience, t'inquiète pas, donne-moi 1 500 €, je vais t'emmener moi dans un camp tout nu, te réveiller à 3h du matin et à devoir survivre avec ta paire de couilles. C'est pas du tout un problème. Après, c'est tout est différent pour tout le monde et j'ai envie d'avoir accès à quoi? Les gens, ils ont envie des fois de juste sortir de leur zone de confort. Effectivement, le terme de la survie, il est un peu peut-être étoffé parce que c'est pas de la vraie survie, mais ça reste de la survie par rapport au monde dans lequel on vit. Oui, aujourd'hui, quotidien. Les mecs, ils savent même plus allumer un feu de cheminée. Je suis désolé, ça commence déjà par là. Un mec à savoir mettre un produit dans un lave-vaisselle ou à faire des choses comme ça. La survie, pour certains, c'est un step où tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai vu un mec qui m'a dit, avec une boîte d'allumettes, tu peux venir m'aider, j'arrive pas à allumer le gaz. Et j'arrive là-bas, c'était des plaques chauffantes. Mais là, il faut le piquer, lui. Mais tu comprends ce que je veux te dire, c'est qu'on est tous différents. Voilà, donc on a tous des visions de la survie à plein de niveaux différents. T'as pensé, tu te souviens, je t'ai dit d'emmener un objet. Tu l'as sur toi? Ouais, carrément. C'est quoi donc? Donc, c'est un petit médaillon. Ok, tout mignon. C'est un petit médaillon tout mignon, justement parce que qui est en rapport avec la famille, puisque évidemment, dedans, il y a mes filles et la mère de mes enfants. Et du coup, ça fait partie, typiquement... moi, je suis pas du tout bijou, hein, tu vois, par exemple. Et ça fait partie des engagements. Tu peux peut-être le montrer à la... Ouais, je l'ai montré. Hop, mais c'est un petit médaillon comme ça, avec forcément, c'est la boussole pour l'orientation. Et avec les initiales et avec les photos de mes enfants. Et si tu veux, ce médaillon, le deal, j'ai dû passer un deal avec ma famille. Parce qu'un jour, il y a une de mes filles qui est venue et elle m'a boudé toute la journée. Et puis elle me dit, avant de s'endormir, elle me dit bon, faut que je te dise quelque chose. Je t'aime plus. C'est trash, hein? Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Et je lui dis, avec toute la plus grande répartie du monde, je dis ok, pas de souci, on en parle demain. Tu vois? Parce que quand tu as des enfants, c'est aussi ça la valeur qui va te donner de la puissance, je pense, c'est savoir dédramatiser directement une situation et pas en faire une histoire d'État. Et à la fois, ça nous a poussé à une grande discussion qui ont dû me faire prendre des engagements et notamment, on décide de code et de partir en voyage. Et elle m'a dit, c'est parce que quand tu pars trop longtemps, je pense pas à toi, et voilà, et tu me manques, et voilà, et patati patata. Et je lui dis, on a qu'à faire quelque chose. Et donc, on a tous ensemble décidé de créer un médaillon que je devais porter sur moi à chaque fois que je partais en expédition. Comme ça, moi, je suis toujours connecté à ma famille. C'est joli. Voilà. Ça fait du sens, ça fait sens, comme on dit. Et voilà, et à chaque fois, mes filles elles me demandent est-ce que tu as bien pris ton médaillon et tout ça, et c'est très très important pour elles parce que c'est symbolique.
Et elles me disent comme ça, tu nous auras toujours auprès ton petit cœur. Donc toi, si on te demande qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité dans ton sac à dos, c'est ça, quoi. Ouais, ça fait partie des éléments qui m'est interdit d'oublier. Et parce qu'à la fois, si tu veux, l'expédition aussi, t'en oublies beaucoup l'humain que t'es. Tu deviens vraiment très facilement un animal où il faut survivre, c'est très dur et tout, et c'est vraiment... Et en fait, il faut de temps en temps pouvoir se rappeler les choses essentielles de la vie et avoir ce rapport à l'humanité ou à l'amour ou à la tendresse. Et ça fait partie des choses qui, moi, me permettent de pas... Décaser complètement, quoi. Décaser complètement. Voilà. Ok. On n'a pas parlé assez de tes expéditions à mon sens, et à la fois je sais que ça fait bientôt 2 heures qu'on parle. Ouais, ça passe vite, évidemment. En plus, pour resituer, t'as un train et il faut que je te ramène à la gare pour être tout à fait transparent avec les gens. Du coup, peut-être juste si en 2 minutes tu peux nous donner ton actu. Ouais. Et puis après, on invitera vraiment les gens à aller te voir. Enfin, en tout cas, moi, je vous invite à suivre Laurie. Parce que vous imaginez encore une fois le fameux Mike Horn, comme on l'a cité tout à l'heure. Et moi, je trouve que tu fais la même chose en vrai. Tu vois, enfin, tes photos, c'est les mêmes. Les endroits où tu vas, c'est les mêmes. Qui à la fois font rêver, à la fois donnent pas envie du tout d'y être. Moi, ça me donne un peu envie. C'est pour ça que vraiment. Mais carrément. Mais du coup, peut-être que de m'engager face cam à porter mes couilles, à partir avec toi en Amazonie, je reculerai pas. En tout cas, j'ai pas envie de reculer. Donc, non, mais il n'y a pas de raison. Mais clairement, ça fait partie des choses sur lesquelles je pense qu'on se retrouvera. Sur ton terrain, je pense que je me vois bien aussi revenir sur ton terrain et toi sur le mien. Et que du coup, sur mon terrain, il y a un petit contenu bonus que vous verrez, qu'on a fait juste avant la vidéo. Vous verrez, c'est sympa. Mais voilà, peut-être juste ton actu du moment, la prochaine expé. L'actu, c'est le chapitre 3 d'Icarus où on doit partir de la Russie pour aller au Kilimandjaro et traverser l'Afrique par le fleuve Congo. Donc c'est 4 mois d'expédition, ça c'est en mars-avril si tout va bien. Okay. Après j'écris un bouquin qui me prend beaucoup de temps, je coécris des programmes télé pour l'année 2021 et beaucoup d'écriture aussi pour les conférences et de recherche de nouveaux partenaires et tout ça. Et puis la petite actu dont on n'a pas parlé aussi, mais c'est que je traverse l'Atlantique en bateau avec mon père. Voilà. Donc je pars pour 1 mois pour traverser l'Atlantique. Et si tu veux, c'est le moyen aussi de me prouver, même si je l'ai déjà fait en partant en mer avec lui, que tout est possible vraiment. Faire table rase du passé. Et puis qu'on peut s'aimer fort si vraiment on a la volonté de changer les choses. C'est beau ça, hein. Franchement, tu as conclu de la meilleure des manières. On a ouvert avec ton enfance et ton père qui t'a fait la misère, je pense, du coup, c'est ça ? Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est toujours ce concept où tu te dis je peux en vouloir à des gens, ça peut durer des années et tout, mais pourquoi ? Et moi, je me suis toujours juré de ne pas perdre de temps avec ça. Et si, par exemple, on se fâche et qu'il y a une escalade par rapport à un moment donné, je reviendrai, je baisserai les armes et je te dirai, t'es mon pote, je t'aime et voilà, on est en train de s'égarer. Et en fait, il faut juste, à un moment donné, porter ses couilles dans le bon sens du terme et savoir couper court à quelque chose que tu ne maîtrises pas et te dire, OK, je vais reprendre cette partie-là ou à partir de là et je vais faire quelque chose de très fort et je vais le faire pour moi, je vais le faire pour les autres. Et en plus de ça, moi, je pars du principe qu'à partir d'un certain âge, c'est plus les parents qui nous éduquent, mais c'est nous qui éduquons nos parents. Et c'est à nous de leur montrer la voie de la sagesse d'une certaine manière. C'est à nous de baisser les armes, c'est à nous de les faire rentrer dans une nouvelle génération. Et c'est l'exemple, en tout cas, que je veux donner à mes enfants, moi. Donc, je me suis battu très, très fort pour arriver là et partir sur le bateau et te dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux, je vais traverser l'Atlantique avec mon père. Ça m'a pris 30 ans, quand même. C'est magnifique. Franchement, voilà. Tu vas en parler un peu sur Insta ? Ouais, carrément. Je vais essayer d'en parler le plus possible et tout. Mais, et puis, on avait passé un moment sur l'eau ensemble où, justement, j'ai voulu déjà créer un moment en disant « Ok, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es malade ? Est-ce que tu n'es pas malade ? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie ou quoi ? Je veux le savoir. » Et je suis parti à l'autre bout du monde avec lui pour avoir ce moment, pour que tous les éléments soient réunis, pour qu'il soit dans son univers, pour qu'il se sente en condition. Tout. J'ai tout fait, tout. Pour que ça arrive, et c'est arrivé. Et il m'a parlé, et voilà. Et je souhaite à n'importe qui au monde
de vivre ces expériences-là avec les gens qu'on aime. Donc, clairement, il faut se battre pour les choses qu'on... Et moi, j'ai un dicton qui dit l'amour l'emportera toujours. Et je m'y tiens vraiment dur comme fer. C'était la séquence. Voilà, et je vais conclure, les gars, mais qu'est-ce que je vais conclure de mieux que franchement, ce que tu viens de dire, c'était génial. Merci, Loury, vraiment. Au plaisir, un immense plaisir d'être ici. Merci, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'attache beaucoup d'importance à l'humain, tu vois, et d'interviewer des gens juste parce qu'ils font des trucs de ouf. Si c'est des sales cons, en vrai, ça m'intéresse pas. Et je sentais qu'il y avait vraiment un vrai bonhomme derrière tout ça. Et moi aussi, je sentais qu'il y allait avoir cette connexion aussi. Ça me fait vraiment, ça m'a fait très très plaisir de partager ce moment avec vous, hein, parce qu'il y a... Ouais, il y a l'équipe derrière, bien évidemment. Voilà, on remerciera jamais assez. Il y a aussi Fitness Boutique. Exactement. Que je remercie beaucoup. Placement de produits assumé, les gars. Ouais. Non, mais c'est vrai. Qui permet de faire venir des gens de toute la France, de payer une équipe avec des vrais moyens et tout. Donc, il faut en parler, en fait. Il faut pas avoir de honte. Il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir de honte aujourd'hui à dire que, justement, il y a des gens qui sont d'accord de représenter ce qu'on est entièrement. Bien sûr. Et qui nous permettent de créer qui des moments comme ça. Les messages sans même les avoir entendus, alors que c'est quand même, au final, engageant. Tu pourrais dire n'importe quoi. Exactement, et c'est magnifique. Et donc, voilà. Je pense que les 5 dernières minutes de ce que tu as raconté, c'est déjà un beau highlight, tu vois, une belle leçon de vie, tu vois, la tienne et peut-être même de manière plus générale, tu vois. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir échanger avec ça. Effectivement, ça donne clairement envie d'ouvrir une bouteille de rouge et de refaire le monde. Ouais, mais ça donne envie de plus, tu vois. Alors après, je conclue parce que sinon, tu n'auras pas ton train. En vrai. C'est clair. Écoute, tu disais qu'il fallait être pragmatique, donc on exactement, va l'être. Très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Essayez de suivre Loury sur Insta, sur sa chaîne YouTube aussi. Je mettrai tout en lien. Abonnez-vous à la chaîne, likez, activez la cloche, partagez, mettez des coms s'il y a des questions que vous voulez poser à Loury.